D'accord, ouais. Ouais, je pense que je regarderai ça tout à l'heure. Là, je vais jouer un petit peu à Star Wars et je me fais un petit react juste après. Ou alors, attendez, vous savez quoi? Faire un react maintenant, parce qu'apparemment, il y a des soucis avec le jeu. Par react, par react. On va regarder ça. Let me see. Hop là. C'est... Attends, quoi? Non... Let me see. Hop là. Hop là. Ta 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 ta. Hop. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des consoles que je connais pas? En vrai, je suis relativement bien calé sur les consoles. Probable qu'il y en a certaines que je ne connais pas. On va voir ça tout de suite. Attends, je vais voir, ok. Justement, Tev en parle dans une vidéo consacrée à Sony du chien robot. Ah, d'accord, ok. En fait, bah, Tev, vous le voyez pas, mais je suis pas abonné. Je le regarde jamais, quasiment. Ou très rarement. Power Glove, tu connaissais? Ouais, c'est le gant grisâtre avec des petites touches bleu science, si je me trompe pas. Et c'était un objet pour la... Power Glove. Ça doit être pour la NES? Super NES? Il vient de s'abonner il y a 2 jours, ne t'en fais pas. Bon bah, let's go, hein, petit react. 48, à 48 minutes la vidéo? Bah vas-y, tranquillou. Hop là. Merci pour le lurk, Nounours, j'espère que tu vas bien. Hop là. Très bien. Eh bah, let's go. Aujourd'hui, je vais vous montrer une centaine de consoles de jeux vidéo, dont la plupart sont très méconnues. Je pense Hop, 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 hop. Qui c'est qui a mangé toute la qualité audio là, et vidéo? Par la même. Allez, let's go. Aujourd'hui, je vais vous montrer une centaine de consoles de jeux vidéo, dont la plupart sont très méconnues. Je pense que vous allez découvrir beaucoup de choses. Oula, oula, oula. Bonjour! Ah ouais, ça a pas l'air La d'être... première console que je vais vous montrer, c'est la console Odyssey de Maniavox. C'est tout simplement la première Je la connais console de nom. jeu vidéo qui a été commercialisée, que le grand public pouvait tenir entre ses mains. Ça a eu son succès à l'époque, on est en 1972 et ce sont les Américains qui arrivent sur le marché avec ça. Ah, Maniavox, sympa. c'était à l'origine une société d'électronique et d'électroménager qui faisait des radios, qui faisait des gramophones, c'est pour vous dire l'époque dans laquelle on était, et qui sera racheté plus tard par Philips. En tout cas, c'est eux qui lancent l'âge des consoles. On avait déjà presque tout à l'époque, quand on y réfléchit. On avait des contrôleurs, bon, qui étaient ce qu'ils étaient, mais quand même. Et Oh les on avait machins. déjà un système de cartouches, plus ou moins, hop, pour sélectionner les jeux. On est très proche des consoles telles qu'on les connaît maintenant. La 4K et le port HDMI en moins. Il faut bien comprendre que c'est la naissance des consoles de salon. Le terme Eh ben. jeu vidéo Oh, j'en avais un. n'existait même pas à l'époque. Pour Maniavox, Ok. c'était juste un périphérique de leur télé, et c'est ce qui a donné naissance à ça. La boîte, c'était celle-ci. On comprend bien que la console s'appelle Odyssey, on est d'accord. Et dans cette boîte, on trouvait notamment... Eh, mais franchement, j'adore ce genre de police. Je m'arrête juste 2 secondes. J'adore ce genre de police
qui faisaient un petit peu futuriste à l'époque et qui me font un peu dater aujourd'hui. Faut vraiment que je retrouve ce genre de truc là. D'ailleurs, il faudrait que je fasse des. Il faudrait que je recommence à faire des plannings. Ça me rappelle. Et Canva, hein. Ça se trouve, il y en a sur Canva des trucs comme ça. Et moi, j'avais aussi un jeu comme ça. Alors, c'était peut-être pas Maniavox, mais j'avais ce genre de petite manette avec des rotors là, des petites. Que j'arrive pas à trouver mes termes, mais avec des petites. Ah comment on dit ça déjà? Le truc qui tourne là. Une petite... Non, pas une valve. Enfin, dans tous les cas, j'avais ça et justement, on avait un Pong comme ça. Je crois que c'était mon père qui avait reçu ça quand il était jeune et il n'avait jamais trop joué à ça. Des plateaux de jeux avec des cartes, il y avait aussi des jetons. Enfin, on était à Ah oui, il y avait mi-chemin des jeux de entre société une aussi. console et un jeu de société. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, la Switch, ils ont refait la même chose, hein. Ils te vendent une console et du carton avec. Ça, c'est surtout pour le Nintendo Labo là. Et il y a une autre Rien qu'à particularité changer. de cette console, c'est qu'elle était en noir et blanc et qu'on pouvait rajouter ce genre d'overlay directement sur sa télévision pour jouer en couleur et avec des terrains différents. Et il se trouve qu'il y en a pas mal. C'est comme ça qu'étaient les premières consoles de jeux vidéo. Et j'en profite avant de continuer, puisqu'on parle de l'Odyssée, pour vous présenter un projet incroyable dont vous avez peut-être déjà entendu parler, puisque il y a quelques jours, on a lancé un financement participatif pour ouvrir en France un musée du jeu vidéo, parce qu'en France actuellement, il n'y a pas de musée du jeu vidéo. Et il se trouve qu'on a c'est en France la qu'ils veulent plus le faire. grande collection D'accord. de consoles connues au monde, pas celle-ci, au moins 20 fois plus grande, donc c'est vraiment extrêmement impressionnant, qu'on a envie de mettre en valeur. Je vous invite déjà à regarder dans la description, il y a le lien vers le financement participatif et également vers la chaîne Ici Japon Corp, dans laquelle on vous décrit quotidiennement l'avancée du projet. Le projet a été lancé le 20 septembre et il va durer pendant encore un mois. À l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas quel est le degré d'engouement pour le projet. Énorme. Énorme. Attends, c'est où l'endroit? Saint-Georges? Tac, 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 tac. Crowdfunding. Hop là. Ah ouais, ils sont presque à 1 million. Bussy-Saint-Georges? Bussy-Saint-Georges? Pardon? Attendez. Attendez. Bussy-Saint-Georges. D'accord, c'est pas loin. Ok, bah je connais. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Bah je connais. Bah je connais tout ça. On en apprend des choses. Très sympa, il discutait avec... Le lien du financement participatif, merci. Et j'en profite pour faire une annonce, c'est que si vous participez au financement participatif, un des paliers vous permettra d'avoir un livre qu'on est en train d'écrire, c'est Florent Gorge. Florent Gorge, que vous connaissez peut-être, Florent Gorge, l'auteur ouais. de référence pour tout ce qui est console, jeux vidéo, biographie, histoire de Nintendo, etc. Il collabore avec nous sur ce projet. Ça nous fait Florent Gorge, très connu plaisir. comme... Et on a dévoilé avec lui la sortie de la grande encyclopédie des consoles de jeux. Ce sera le livre de référence où il y aura le plus de consoles référencées au monde et on aura une édition spéciale consacrée à l'ouverture du musée du jeu vidéo avec plein d'infos supplémentaires. Je n'en dis pas plus, vous avez toutes les infos dans la description. Merci déjà d'avance pour votre soutien. Console suivante. Deuxième console marquante de l'histoire des jeux vidéo. Le Titanic qui est au fond, il me le faut. J'ai une grande étagère, je sais pas quoi mettre dessus. Si un jour on m'offre le Titanic... Je veux le Titanic. Je veux le Titanic.
On est en 1975 et au Japon sort la première console de jeu japonaise, la Electro Tennis. Elle est énorme, c'est une console qui est sortie par Epoch. Epoch c'était un fabricant de jeux et de jouets, c'était un peu le concurrent de Nintendo à l'époque qui aussi vendait des jeux de société. Et la particularité de cette console c'est qu'elle n'a pas de câble, ça je peux vous le montrer, c'est une machine sans câble. Comment tu fais pour qui jouer était reliée à la télé par une antenne. On émettait des ondes et on pouvait jouer comme ça. Malheureusement, je n'ai pas la version complète parce qu'elle est très difficile à trouver. Tous les constructeurs, tous les fabricants d'électronique, quels qu'ils soient dans le monde, sortent leur console de jeux vidéo et c'est tout le temps la même. On parle d'un Pong. Alors des fois ça va être un jeu de tennis, un jeu de hockey, un jeu de football, je sais pas, mais à chaque fois c'est un Pong avec des règles un petit peu différentes. On a du Tomy, du Toshiba, du Panasonic, d'accord, c'est pour ça qu'il y en avait autant des Pong. Ces marques existent encore dans le milieu des consoles de jeux vidéo? Pas forcément. Donc la bataille était rude à l'époque. Et il y a aussi un truc qu'on peut noter, c'est que alors beaucoup de ces consoles vraiment se ressemblaient. Ici, on a la succession de la Odyssey, enfin c'est Maniavox qui sort cette console, qui est la même que celle-là et qui est la même également que celle-ci, qui est très belle, et celle-ci, elle est brandée Kodak Color Film. C'était les mêmes consoles, mais faites par des constructeurs différents. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que dès le début, on a déjà des éditions spéciales, des consoles promotionnelles. Ici, c'est une console Coca-Cola qu'on pouvait avoir en buvant du coca. Comment ça, tu pouvais l'avoir en buvant du coca? Énorme. Mais ça me fait vraiment penser au Pong qu'on avait, nous. Il y a eu vraiment dans le monde des centaines et des centaines de Pong qui sont sortis. En France, même Seb, par exemple, a sorti son Pong. C'est un délire. Regardez les contrôleurs, c'est des capsules de coca. Je voulais vous montrer aussi celui-là parce que je l'aime bien. Ils ont repris un petit peu le design d'une vieille radio de l'époque. Et eux, comme quelques autres, ils avaient aussi un jeu de tir dessus. C'était Pong ou un jeu de tir. Mais la console qu'on retient de cette année 1977, c'est la première console de Nintendo. On a deux variantes, la Color TV Game 6 et la Color TV Game 15. La différence, c'est que ça ressemble vraiment à ce que j'avais, ça. Celle-ci, on a 15 et aussi les contrôleurs sont amovibles. Color TV Game 15 9800 yen no Color TV Game 6 mo arimasu. Il y a aussi des petites variantes qui font que la première qui était sortie fonctionnait à pile, ensuite on a une version secteur, et puis on a aussi la première console de Nintendo qui est une console en édition spéciale, la House Shanmen, qui est une marque de nouilles. Et je vous montre aussi ces deux consoles qui sont identiques en tout point aux consoles Nintendo, mais qui sont l'équivalent de Sharp. Nintendo, à l'époque, distribuait sa licence à d'autres fabricants. Sharp, un des meilleurs fabricants de consoles pendant des années, mesdames et messieurs, Sharp. Est-ce que vous saviez qu'à une époque, on pouvait faire sa console de jeu en kit? Il y avait des kits tout prêts qu'on pouvait acheter pour monter sa console, et certaines personnes allaient même... C'est trop bien ça, ça existe toujours au final. En cherchant eux-mêmes j'aimerais bien le faire sur la chaîne ces jours. Et ce qu'on a ici, c'est une vraie console artisanale, on dirait totalement une bombe, on est d'accord, qui date de 1978. Donc ça, c'est une console unique qui a été fait par un passionné à l'époque, avec que des éléments qu'on pouvait trouver, j'imagine, à Akihabara dans les petits magasins. Et il y avait dedans toute une liste de jeux qu'on peut lire ici. Il y en a 8 jeux de tennis, jeux de basket, pour 2 personnes, pour une personne. Il s'est fait chier à faire sa console, et on est en 1978, hein, c'était juste incroyable de faire ça. Pas mal en vrai. Hein. 78, ça fait quoi, 20 ans de jeunesse? 79-80, on est toujours sur cette logique de sortir plein de consoles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de nouveaux jeux qui sortent. On n'est plus sur du Pong ou du jeu de tir. Par exemple, on a une console pour Space Invader, on a des consoles de type Arkanoid, ici un jeu de baseball, et même Nintendo innove un petit peu avec la Color TV Game Racing 112 jeux qui sont tous les mêmes, hein. C'est des jeux de course où il y a juste la couleur ou la vitesse de défilement peut-être qui change. Oh les rapaces. Et aussi, elle est là, la Block Kuzushi, qui est la première console de Nintendo avec le nom Nintendo. On retourne un petit peu en arrière parce que en 1977, de l'autre côté du Pacifique ou de l'Atlantique, selon où vous vous trouvez, il y avait une compagnie américaine qui sortait l'Atari 2600, qui deviendra une console mythique et surtout qui marque l'entrée dans les consoles de seconde génération, console à cartouche qu'on pouvait insérer ici, avec déjà quelques jeux mythiques. Peut-être que vous avez entendu parler de l'histoire du jeu E.T. Ouais, qui s'est retrouvé sous le sable, dans le désert. On avait aussi Centipede, enfin il y avait déjà pas mal de jeux très connus et cette console a fait
un carton. Remarquez ici que la boîte a bien vécu. Et petite anecdote, au Japon, cette console n'est pas sortie. Elle est sortie 6 ans plus tard, en 1983, sous le nom de Atari 2800. Et cette console a été un bide monumental ici au Japon, parce que la même année, peut-être que vous le savez, en 1983, qu'est-ce qui sortait? La Famicom. Une autre console de seconde génération qui est assez connue, c'est l'Intellivision de Mattel, qui sort en 1980 aux États-Unis. Je la connais de nom. Console à cartouche, avec aussi des contrôleurs un petit peu spéciaux, avec des numéros. Et quand on achetait un jeu, on pouvait personnaliser le contrôleur comme ça en mettant une petite image dessus. Et ça nous donnait des actions à faire. Par exemple, si c'était un jeu de combat, et ben on avait point, pied, etc. Une console qui marchera très bien aux États-Unis et qu'on connaît notamment en France pour avoir été utilisée par Marcus dans l'émission Retro Game One. C'est sa fameuse machine à voyager dans le temps. Salut mes petits amis du 21e siècle. C'est une Intellivision qui a été tunée avec une boule de cristal. Et j'ai une nouvelle incroyable pour vous, c'est que si vous participez au financement participatif pour financer le musée du jeu vidéo en France, Marcus nous a offert sa machine à voyager dans le temps. Elle est à gagner, il y aura un tirage au sort et après le financement participatif, l'un d'entre vous aura la chance incroyable, et j'espère qu'il l'appréciera à sa juste valeur, d'avoir cette console tunée offerte par Marcus. C'est un truc de dingue. J'ai Marcus dans mes contacts maintenant, d'accord? On se connaît, on se parle au sujet du musée. C'est une personne incroyable, on le remercie beaucoup de participer. C'est vrai qu'il a l'air très agréable, très vivant. L'année d'après, ils ont sorti l'Arcadia, toujours chez Bandai, qui est un peu similaire à celle-ci, un petit peu mieux et surtout 2 fois moins cher. Autre console incroyable, toujours aux États-Unis, la Vectrex. Je la connais aussi. Qui était finalement la première console transportable, on peut dire. Comme la Odyssey à l'époque, on peut mettre sur l'écran, et du coup ce sera forcément adapté à l'écran, des layouts pour jouer aux jeux vidéo. Très rapidement, je vous montre quelques autres consoles de seconde. Ça en vrai, je trouve que c'est vachement intéressant, le fait qu'ils aient des... Enfin, avec les limitations de l'époque, qu'ils aient quand même pensé à des choses pour rendre les jeux plus immersifs, plus sympas. Le fait de pouvoir ajouter des petits layouts, là, des petits autocollants, en vrai, c'est hyper bien pensé. Hyper bien pensé. Retro Game One, je me souviens, moi, quand j'étais jeune, c'était quoi? Tu regardes un peu Echill 21, tu restais sur Game One, quoi, et t'avais du Retro Game One quand t'arrivais aux bonnes heures. Moi, j'adorais regarder ça. Après, au bout d'un moment, ça tournait un peu en rond, je voyais même, donc bon, au bout d'un moment, voilà, tu vois autre chose. J'ai vu publier un event sur la Bretagne. Bah oui, il est cool. Moi, je crois que je l'ai vu. De loin, je n'ai jamais parlé ou quoi que ce soit, mais des retours des gens, on sent qu'il a apprécié. Et à l'écran, il doit y avoir une raison. Des layouts pour jouer aux jeux vidéo. Surtout, là, je vous montre quelques autres consoles de seconde génération qui sont sorties, elles, au Japon. On a surtout la cassette Vision, qui sera la console qui va... J'ai entendu parler, mais... Les consoles à cartouches au Japon. Regardez la taille des cartouches, elles sont extrêmement légères. J'adore. Et le mécanisme... Avant de passer aux consoles de 3e génération, je vous montre un ou deux trucs. Jérémy, si tu veux bien m'aider. Voilà. Pas vraiment une console de salon, on dirait un truc qu'on trouvait dans les hôpitaux dans les années 70. Pour vous montrer qu'il y avait des consoles une boîte noire d'avion, spécialement pour les professionnels. Et ça, c'est le genre de console qu'on trouvait notamment dans les hôtels. C'est fait par Sharp. C'est une console en bois, enfin genre de placo, avec un design très très intéressant. Ça sent bon les années 70, début des années 80. Il y avait un monnayeur aussi, c'était 100 yens la partie. Aussi, dans cette vidéo, on ne va pas en parler beaucoup, mais dans les années 80, c'est l'explosion des jeux de poche, les Game & Watch, les games LSI. Il y en a plein, des centaines qui sont sortis aux États-Unis, au Japon. Enfin, je connaissais les Game & Watch, mais... Le premier Pac-Man, qui à l'époque s'appelait Puckman. Ils ont évidemment changé le nom parce que... Puck you, quoi. En 1983, on arrive aux consoles de 3e génération. Et vous allez voir qu'à partir de là, on va plus beaucoup parler des consoles américaines. Il va falloir attendre le retour de la Xbox pour que les États-Unis reviennent sur le marché. Après, ils étaient dépassés, les Américains. Le marché du jeu vidéo avec l'Atari 2600. Last year's average weekly profit from an arcade video game dropped 25%. Et c'est Nintendo avec la Famicom et la NES qui va faire en sorte de redorer un peu tout ça, de faire en sorte que le marché du jeu vidéo reparte de plus belle. Alors on a deux concurrents célèbres, c'est la fameuse bataille Sega, ça sur Pac-Man. Ah, moi je ne savais pas. Avec une stratégie totalement différente pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Sega part sur une stratégie à 2 consoles, enfin plutôt une console et une console ordinateur si on veut. On a la
SG1000 pour Sega Mhm. Game 1000 et là SC3000 pour Sega Computer. D'accord, je connaissais pas 3000. Sur celle-ci, on pouvait partie quand même ordinateur. brancher un clavier, voilà, ce qui faisait qu'on pouvait presque la Waouh. transformer en micro-ordinateur. Et sur celle-ci, on pouvait avoir encore plus de périphériques différents, comme par exemple le lecteur enregistreur de cassette, une imprimante et d'autres petites choses comme ça. Ouais, Elles c'est ont dingue. marchoté. En revanche, Nintendo qui arrive avec la Famicom. La Famicom, vous l'avez vu chez vous, j'ai pas la version européenne, hein, qui ressemblait à ça et qui était vendue comme NES, mais elle est arrivée seulement 3 ans plus tard. Au Japon, c'était une révolution. C'est le début de l'ère moderne des jeux vidéo, j'ai envie de dire. C'est avec ça que beaucoup ont commencé. Petite précision quand même, je passe très vite sur l'histoire de ces consoles Sega et Nintendo, mais on a déjà consacré 2 vidéos spécialement à toute l'histoire de Sega et toute l'histoire de Nintendo. Peut-être dans que j'irai les lesquelles voir on un revient jour. peu plus en détail sur ces consoles. Si ça vous intéresse, il y aura les liens en description, mesdames Je et connaissais messieurs. pas Ted, Jérémy, est-ce que mais tu peux m'aider très à sympa. débarrasser ? Il y a tellement d'accessoires qui sont sortis avec la Famicom que je sais pas trop par où commencer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer peut-être avec le plus basique, Family Basic. Le Family Basic Wow. et aussi le lecteur enregistreur de cassette permettait, plus ou moins, de transformer sa Famicom en ordinateur. C'était vraiment ça le but des Japonais à l'époque. Ils voulaient que leur console puisse faire le plus de choses possible. Et tu avais plein de périphériques qui servaient ici à la programmation. J'ai jamais trop Et compris on pourquoi. pouvait même aller En même temps, encore je dis plus ça, je suis le loin premier à vouloir avec m'acheter une console le pour avoir un Network lecteur DVD. System, Family Computer Network System. Celui-ci est J'avoue, neuf, abusé. il n'a jamais servi. Et qu'est-ce qu'on a là? On a un modem, mesdames et messieurs. On pouvait aller sur Internet avec la Famicom. Alors ça, je savais pas. Sorti, évidemment que au Japon. C'est vraiment l'époque où le Japon était dans le futur. Et si vous trouvez ça dingue, eh bien apprenez qu'à l'époque, on avait même déjà des lunettes 3D. On pouvait avoir des Pardon jeux en 3D sur la Famicom et regardez l'installation qu'il fallait pour faire ça. Mais c'est dingue quand même, déjà dans Attends, quoi? Les lunettes, elles sont branchées en jack à un boîtier. Lui-même branché à un périphérique. Où se branche aussi la manette. Le tout dans la console. Avec en plus un lecteur de disquette. On va marquer Nintendo dessus, ça doit être les jeux. Ou les logiciels. Branché sur un port qui vient dans le lecteur de disquette. Au même endroit que le lecteur de jeu. What the fuck? What the fuck? Pour moi, c'est du chinois. Voilà. Allez, voilà, comme ça maintenant j'ai ruiné mon clip. J'ai en prison, c'est pas grave. Le Power Glove, c'était la première génération du VR. Bah, le Power Glove, c'était la première génération du VR. Bah, là t'as des lunettes pour voir en 3D. Est-ce que c'est pas VR? les Ouais. années 80, tout ce qui Mais sortait. le Power moi, je trouve Glove, ça t'as pas des incroyable. lunettes ou quoi que ce Il soit, t'as fallait, juste le gant, non? pour pouvoir profiter de ce système, utiliser le Famicom Disk System C'est qui ça, permettait d'accord. de donner un petit peu plus de puissance et de mémoire à la console et qui permettait de lire des jeux sur ce qu'on va appeler une disquette, un lecteur ici, dont les 2 premiers Zelda. Les 2 premiers Zelda sont sortis sur le Disk System et rien que pour D'accord. ça, cet appareil est incroyable. C'est-à-dire que tu pouvais jouer aux 2 premiers Zelda en Il est neuf, 2D, celui-là aussi, 3D? non ? Il est neuf, hein, il est neuf, il n'a jamais servi. C'est un vrai challenge évidemment de tout vous présenter en une vidéo, donc on va pas tout détailler, mais voici encore quelques petits accessoires sympas qui sont sortis Ta sur main Famicom à interagissait l'époque. directement avec le Power jeu. Glove qui est incroyablement stylé, c'est un contrôleur que tu mets à la Ouais, main. mais là, comme c'est ça. pas de la virtuelle On a réalité, aussi c'est de le la Joy réalité Ball augmentée à qui la est rigueur. vraiment pas terrible. Ah, Et puis quoique le même fameux ça, c'est. robot de Nintendo, un robot un peu éducatif. Cette console, la Famicom, a eu une durée de vie quand même assez longue et elle a même eu le droit à un redesign, peut-être que vous ne l'avez jamais vu, ça s'appelle la New Famicom. Elle ressemblait Je l'avais à ça. déjà vu, mais je Il y a savais rien pas de que c'était spécial officiel. avec, à part Ok. un nouveau design qui s'inspire un petit peu
du design de la Super Nintendo qui est déjà sorti à l'époque où cette console sort. Les contrôleurs notamment sont totalement différents et ils ont aussi rallongé les câbles parce que là les câbles étaient vraiment très courts, tu vois, il fallait vraiment coller le nez à la télé pour jouer avec ça. Et là c'était Ah oui, plus c'était le des cas. câbles Et avant de continuer fusionnés avec. chronologiquement dans cette magnifique histoire des consoles, il faut que je vous montre ces deux consoles de Sharp qui sont sur des bases de Famicom. On a d'abord la Twin Famicom qui permet aussi bien de lire les cartouches que ici les Disk System. Et il y a aussi la Titler qui sortira encore un petit peu plus tard, qui est une console qui permet de faire du montage vidéo. Il y a un monde dans lequel les youtubeurs de l'époque, Donc pour moi c'est de la VR. mais il y a un monde dans lequel les vidéastes de l'époque. Ah moi j'aurais dit fait du plutôt montage réalité là-dessus. augmentée. Celle-là elle est encore emballée parce que elle n'a jamais Parce que servi. virtual réalité pour moi c'est plus avec un casque, un casque, quoi. Presque VR. Alors que là si c'est plus de l'interaction avec quelque chose de numérique, c'est... Sur la fameuse lutte Sega et Nintendo, Sega ils mettent vraiment le paquet. En 84, ils sortent déjà la SG-1000 Mark II et l'année d'après, en 85, ils enchaînent avec la Mark III. Celle-là aussi, elle a un petit truc un peu spécial, c'est que on peut pareil la connecter à la télé via une antenne. Et la Mark III, alors peut-être que vous ne la connaissez pas ou peu, mais la même année sort sur la même base la Master System. C'est la même chose, la Mark III et la Master System. Master System qui pour le coup sortira dans le monde entier. Et petite anecdote, c'est la console qui sera vendue, je pense, le plus longtemps dans le monde, parce qu'il y a un monde où au Brésil, elle se vendait encore dans les années 2000, donc elle a plus de 20 et quelques années. Jérémy, qu'est-ce qu'on trouvait notamment comme jeu notable sur la Master System ? Alex Kidd, jeu notable de la Master System. Il n'y avait pas encore Sonic à l'époque, hein, d'accord, c'est Mega Drive. Il y a eu Sonic sur Master System, mais après la version Mega Drive. Ok. Ouais, et Alex Kidd apparemment c'est vraiment pas simple. C'est vrai que les gens explosent à un coup de pied quoi, c'était vraiment très... Remarque c'est ce qu'il faisait... Connaissez-vous Quatrième la génération. PC Engine? C'est une console de NEC au Japon qui n'était pas vendue en Europe, mais qui a bien fonctionné sur le marché de l'import-export. Elle était je sais qu'il y a une version, comment dire, vous savez ces micro-consoles un peu nostalgiques qui sont sorties récemment. J'en possède quelques-unes. J'ai la Super NES et la NES. D'ailleurs, il y a la Super NES qui est à portée de main. Mais je sais qu'il existait aussi la PC Engine. PC Engine qui s'appelle aussi TurboGrafx aux États-Unis. PC Engine Mini. Et ça, j'aimerais bien l'avoir, la PC Engine Mini. Je sais que ça m'intéressait. Par contre, ça doit être des prix démentiels maintenant parce qu'elles sont dures à trouver, j'imagine. Core Graphics. Core Graphics ? Ah, c'est Konami qui ont fait ces consoles. Voyons. Deux offres à partir de 230 €. 350 €. 350 €. Ouais, bon, là, ça devient compliqué de s'en procurer une, hein. Dommage. Il y a aussi une autre micro-console récente qui m'intéressait, c'était la SNK Neo Geo. Si ça parle à quelqu'un, Neo Geo c'était une marque très connue pour faire des consoles très chères et surtout des jeux de duel. Vous savez, ces genres de jeux Street Fighter, je sais plus quel est le terme exact, mais ils ont des super petits jeux. Et entre autres, un que j'adore, qui ne vieillit pas à mon goût, c'est Metal Slug. Un jeu gun and run 2D où on balade des petits personnages, des mini Rambo qui tirent dans tous les sens. Très nerveux, très fun à jouer, des graphismes plutôt propres et qui ne vieillissent pas tant que ça. Ainsi que un certain humour aussi dans le jeu, dans les références, dans les comportements, dans les mimiques des joueurs et des ennemis. Donc voilà, si je peux me procurer ces petites consoles-là, moi j'en aurais été très content. Le problème, c'est que les Neo Geo étaient vachement chers à l'époque, de ce que je dis. Et toujours pareil, toujours très cher. Toilet Kid. Surtout quand c'est rare. Toilet Kid. Je trouve ça très marrant de mettre ça dans une espèce de petite valise. Il y a un CD-ROM et aussi des mini cartouches
qu'on peut mettre dedans. Et puisqu'on parle de ça et qu'on parle aussi du musée, Pixel Art, qui est un studio français, un éditeur français qui remet au goût du jour d'anciens jeux vidéo et qui même fait de nouveaux jeux vidéo, vous offre un cadeau, mais un cadeau qui est vraiment pas mal puisqu'il s'agit d'un lot qui comprend une TurboGrafx ainsi que pas mal de jeux. On les remercie beaucoup pour ça, ils ont été parmi les premiers à nous suivre sur le projet du musée, donc merci à Pixel Art. Et je le précise, mais la console qu'ils offrent est neuve. 1986 et 1987, on notera l'arrivée des consoles MSX. MSX. Pardon? Du what? Participer au Kiss Kiss Bang Bang te... Participer au crowdfunding te permet d'avoir une console? Musée de jeux vidéo, musée de jeux vidéo... Attends, on va regarder davantage tout à l'heure. C'était une licence qui attire mon attention. Divers constructeurs. Ici, c'est Casio qui fait celle-là et Panasonic qui fait celle-ci. Vous imaginez une console Casio? On voit qu'ils avaient l'habitude de faire des calculatrices. On dirait vraiment une grosse calculatrice. Ce sont des consoles qui ne sont pas sorties du Japon et on peut noter que Dragon Quest est sorti sur cette console, le premier Dragon Quest. Sérieux? Wow, le personnage. Et on peut noter aussi qu'on pouvait brancher pas mal de périphériques. On était toujours dans le délire un peu ordinateur. Une tablette graphique. En 1988, Sega ouvre le bal des consoles 4e génération. Vous voyez que depuis la NES, on n'a rien eu de nouveau côté Nintendo, alors que Sega vraiment enchaîne un bal. La Mega Drive, c'est le plus grand hit de Sega, qui a fonctionné pas mal au Japon, mais surtout vraiment très bien aux États-Unis et en Europe. Je connais énormément de gens qui ont passé des heures et des heures et des années de leur vie à poncer les différents Sony qui sont sortis dessus. Très très bonne console que vous connaissez. Ce que vous ne savez pas en revanche, c'est que au Japon, il en est sorti, je pense, au moins une dizaine de modèles différents. Elles sont assez chères, assez difficiles à trouver, mais j'ai tout de même les Megajet. Les Megajet, c'était des Mega Drive qui étaient destinés aux nomades, on va dire ça comme ça. On avait une version qui a été développée pour les avions en collaboration avec Japan Airlines. Ah ouais, trop bien. La première classe, et bien vous pouvez avoir t'imagines, t'as des Switch dans ton avion avec les jeux dans l'écran du siège, et on avait aussi une version alpine pour jouer ah ouais, ça va, t'en as une. On avait l'écran dans la voiture et ça on branchait sur l'allume-cigare. C'était une marque d'autoradio. Ça l'est toujours. C'est dingue. Peut-être que vous avez entendu parler de la Mega Drive 2, mais connaissez-vous la Mega Drive 3? C'est une console qui était destinée à des pays comme le Brésil. Et en fait, c'était une manette console où tous les jeux étaient à l'intérieur de la manette. Celle-là, pareil, est sortie des années et des années après celle-ci parce que c'était pour les pays qui ont découvert la Mega Drive plus tard. Au début, on se demandait même si c'était un produit officiel et apparemment, après recherche, ça l'est. On est sûr à 82%. Et je vous présente aussi cette version de la Mega Drive, la Nomad, qui est sortie juste en Amérique du Nord, qui est une version portable. On l'a branchée sur la télé, mais on pouvait aussi jouer sur écran c'est pas la Game Gear. D'accord. En fait, c'est une Switch avant l'heure. Et cette console me permet aussi de faire. Je la connaissais, mais je croyais que c'était une Game Gear celle-là. Maintenant, il y a tout un pan de la culture des consoles qui est console portable. Si tu participes au contenu, tu es inscrit pour un tirage au sort. Ah, d'accord. Mais au Japon, on a eu il n'était pas clair alors. Game Boy Bros. Et il y en avait 6 différentes, la jaune, la rouge, la verte, la noire, la transparente. Et la blanche que vous devez imaginer qui n'est pas là parce que c'est la plus chère, la plus difficile à trouver en boîte. C'est à peu près 1500 € facile au Japon pour l'avoir. Elles sont excessivement belles. Regardez ces images qu'on vous présente. Regardez. C'est vrai qu'elles sont sympas. Collection, c'est incroyable. J'aimerais bien avoir autant. Malheureusement, non, ok, j'abuse, j'ai que mes consoles là actuellement. J'ai commencé à les sortir et à en faire des. À les mettre sur des petits socles pour les tenir. Qui sait, peut-être que je les prendrai peut-être en photo pour, je sais pas, Instagram, qui sait. S'il était à Toulouse, le musée, je pense que j'aurais donné, mais pas pour aller acheter à Paris. Bah ouais. Ah, puis de toute façon, donner, je pense qu'ils ont déjà ton modèle. Hein. Si toi, t'as eu un modèle commun, si nous, on a eu des modèles communs, je pense qu'ils ont déjà la même chose. Ils eux-mêmes disent avoir la meilleure et la plus grosse collection de consoles. Pour on va difficilement pouvoir rivaliser. Est-ce que vous connaissez l'Hyperboy? Parce que c'est bien d'avoir une Game Boy. Je connais. On a un petit écran, le son est pas ouf. Et ben en la mettant là-dedans, j'en ai déjà entendu parler de ce truc. Ça permet de jouer sur un écran plus grand. Il y a un meilleur son aussi avec les haut-parleurs et elle est éclairée. Donc on peut jouer tu rentres ta console comme une cartouche. Et en plus ça fait une petite borne d'arcade. Écoutez, c'est très sympa, fait par Konami, et vraiment on sent la qualité des boutons du contrôleur, c'est assez fou. On est bien des années plus tard, en 1996, mais j'ai envie de vous passer toute la Game Boy. Et la Light. Sort la Game Boy Pocket, un petit peu plus petite, un petit peu plus puissante, avec un meilleur écran
et surtout des accessoires l'Hyperboy. très intéressants. Trop bien. Et je vais vous en présenter un dès maintenant. Est-ce que vous saviez qu'il existait des Ouais, machines à coudre je connais. pour Game Boy? Je trouve ça fou. Non seulement il y a les machines à coudre, mais en plus il y a les logiciels qui sont faits pour. On pouvait brancher la Game Boy à la machine. J'ai déjà Regardez, entendu il y a parler même de ça. l'emplacement qui est prévu pour. Ouais, la caméra aussi. Et ici, avec un soft C'est vrai. spécial, on pouvait choisir des patterns de couture en croix, en Ah, mais machin. c'est Alors, dingue, je ne fais ça. pas de couture, mais cet objet est incroyable. C'était Jaguar qui faisait ça. C'est aussi sorti en Europe chez Singer. Mais hop, la petite manette. Alors ça, c'est le modèle JL2000. Jérémy, si tu veux bien me débarrasser. Mais il existe un modèle un Ah, peu mais plus par léger contre, qui est à le quel moment ils se sont dit que JL100. c'était une bonne Et la idée? JL100, la voici, de couleur rose. Elle est sympa aussi. Et il faut savoir qu'elle existait également en bleu. Et dans ce bleu-là. J'ai fait de la place pour vous montrer aussi le modèle blanc. Bon, qui est un peu jaune aujourd'hui, mais imaginez-le en blanc. Et le modèle violet. Attends, mais il y a Je plus de modèles que de Game collectionne les Boy. machines à coudre Game Boy. La violette, incroyablement difficile à trouver. Je l'ai vu passer aux enchères une seule fois et c'est celle-là. Je suis content d'avoir, je pense, la collection complète. Alors j'ai vu sur le site de Jaguar C'est qu'il en dingue. existait une orange. Je sais pas s'ils l'ont sorti ou pas, il y a juste une pub sur leur site officiel. Si quelqu'un peut me confirmer l'info qu'elle existe pas. C'est mais je Luxi, l'ai comment jamais vu vas-tu? nulle part. À peine 2 ans plus tard, en 1990. Franchement, pourquoi il y a autant de machines? Pourquoi ils ont mis autant de machines à coudre avec des Game Boy? Est-ce qu'il y avait vraiment un plan? Est-ce qu'il y en a un qui s'est réveillé un matin, il s'est dit tiens, on fait des jeux vidéo, pourquoi pas fusionner ça avec un truc pour pas des enfants? Ou alors c'est bien, ils ont joué les enfants, maintenant on va les faire travailler avec leur Game Boy. Quelle était l'idée? Quelle était l'idée dedans? Quelle dinguerie! Comment va Monsieur Prout Prout? Eh ben, Monsieur Prout Prout, il va bien. Actuellement, c'est Pachou qui nous a conseillé cette vidéo sur Tev, et sur plutôt une flopée de consoles à présenter et bien sûr pour présenter surtout son crowdfunding pour le grand musée de jeux vidéo qu'ils vont faire en France. C'est un projet de dingue et là il étale un sacré paquet de consoles. J'en connais une partie. Je pense que j'ai une bonne culture des consoles anciennes et malgré tout on arrive à être surpris. Il y en a certaines que je connaissais pas avant. Il y en a d'autres que je vois quasiment jamais. J'en ai vaguement entendu parler. C'est intéressant. J'aime bien. Ils ont brainstormé à balle. Ouais mais ouais. Ah, ça, on était au courant, entre guillemets, on savait qu'il y avait des consoles et que certains aimaient bien mettre des packs d'extensions sur ces consoles. Ça peut aller juste à un petit pack d'extensions de mémoire pour la Nintendo 64 jusqu'à des extensions complètes où tu as des lecteurs de CD, lecteurs de ceci, lecteurs de cela. Moi qui pensais que ouais, bah, ça s'est réduit récemment, mais là, tu viens de voir des folies où tu peux même brancher ta Game Boy à l'intérieur d'une machine à couture. Pourquoi? T'imagines, tu branches ta Switch à l'intérieur de ton lave-vaisselle, ton grille-pain, tu sais, tu mets tu mets ta tartine et tu mets ton Joy-Con à côté. Enfin, pourquoi? Pourquoi? Je viens de voir, alors elle écoute la vidéo, mais oui, clairement. Elle est cool, elle est franchement intéressante et j'irai voir un peu ce crowdfunding, ça fait aussi une bonne pub à son crowdfunding. J'irai voir son crowdfunding parce qu'il a l'air très sympa. Je veux voir ce qu'on peut gagner un petit peu et qui sait si je mets un billet à l'intérieur, juste pour la beauté. Et ouais, les jeux qu'il propose, moi, ça me fait plaisir, parce que j'adore. Là, vous voyez derrière, vaguement peut-être, mais j'ai quelques petites consoles là, que j'ai pu amasser. J'ai toujours adoré les petites consoles, les petites Game Boy. Là, on rentre dans la période que j'ai plus ou moins connue, et aussi dans le domaine qui m'intéresse. Moi, j'aime beaucoup les consoles portables. Ce côté tenir en main un petit machin qui peut te faire tourner plein de jeux différents, que tu peux transporter avec toi, tu peux jouer dans ton jardin sous un arbre, tu peux jouer assis entre ton lit et ton placard, tu peux jouer
sur le canapé du salon, tu peux jouer un peu partout, tu pouvais mettre tes écouteurs, tu pouvais changer un peu la luminosité ou alors le contraste selon le modèle. C'était une Game Boy Pocket Light aussi, tu vois. Il va parler de cette lumière que tu avais pour pouvoir t'en servir dans la nuit, quoi. C'est génial. Game Boy verte, je la veux. La verte, la Game Boy, l'ancienne Game Boy, la DMG verte, ou tu parles de la Game Boy vert électrique qui était une Game Boy Color? 2018 sort Peut-être la Game Boy Color. Light. Je vous les sors pas de la boîte parce qu'on voit mieux sur la boîte que c'est des Game Boy Light. Light, pas parce qu'elles sont plus légères, mais parce que l'écran s'illumine, elles sont rétroéclairées. Elles sont sorties uniquement au Japon, celles-là, donc ça ne m'étonnerait pas que elles sont dures vous en d'avoir ayez en jamais France. entendu parler. Et il y en a à peu près une dizaine, je crois, qui coûtent une fortune. Elles se sont pas vendues tant que ça parce que la même année, Game Boy sortait aussi Color. la Game Boy Color qui n'était pas rétroéclairée, alors que celle-ci était rétroéclairée et pas en couleur. Je sais pas pourquoi ils ont sorti deux fois cette console de la même manière, ils auraient pu faire un combo. Et je vais vous montrer un accessoire aussi que je trouve C'était assez dur de faire le sympathique. combo, ils Est-ce l'ont que pas vous fait tout de avez suite déjà le combo. entendu parler Ils du ont attendu longtemps Pocket pour le Sonar? faire. Il était possible en 1998 Qu'est-ce que c'est d'aller que ce truc? à la pêche avec sa Game Boy. On pouvait mettre ce sonar dans l'eau et ça te disait s'il y avait des poissons autour de toi, où ils étaient, leur taille. C'est juste fou comme appareil. J'ai du mal à croire qu'il y a Non, des gens mais qui attends. utilisaient Quoi? vraiment ça. Il faut vraiment qu'on le teste un jour. Entre ça et les machines à coudre, je sais pas ce qui est le plus fou, mais ils allaient très très loin dans les accessoires. Bandai, officiel. Étant donné qu'on est dans les consoles Bandai portables qui fait et ça, un petit mais peu dans non, la mais guerre attends. Sega Nintendo, je suis obligé de vous montrer évidemment la Game Gear pour certains, Game Gear pour les gens normaux. Et celle-ci a la particularité d'avoir un tuner TV. Je suis pas sûr que ça fonctionne Ouais, c'est encore. vrai. Ça, j'en ai Je sais plus les entendu mêmes parler. fréquences télé qu'à l'époque. Le sonore utilisé en archéologie. T'as un truc à faire, ça? On va t'acheter le sonar. Hey, there's an easier way to get color. Get a Game Gear. Et pour finir, avec les consoles portables, alors on est quelques années après la Game Boy et la Game Gear, Bandai sort la WonderSwan qui sera déclinée en plusieurs versions, WonderSwan Color, C'est le pas fou, coffret, mais... Final Fantasy, et la Swan Ah, il y avait la Crystal, Final Fantasy dessus. écran noir et blanc, écran couleur, Pas dégueu. écran couleur Pas dégueu. rétroéclairé et un petit peu plus puissant. C'est Bandai qui sortait ça, donc il y avait plein de bons jeux. Là j'ai Space Invader dedans. C'est Et en fait, rétroéclairé en plus, pour j'avais pas avoir compris. eu des jeux comme Naruto, One Piece, on est début des années 90, hein. Dragon Ball, il y en a d'autres. Jérémy, Inuyasha, Hunter x Hunter, bref, il y avait toutes les licences Bandai qui sortaient là-dessus. C'était une très très bonne console, très légère, pouvait se jouer à l'horizontale comme à la verticale. Et le créateur de cette console, enfin c'est Bandai qui a sorti cette console, mais en collaboration avec Gunpei Yokoi. Gunpei Yokoi, c'est la personne, l'homme de confiance de Nintendo. Et notons aussi que Gunpei Yokoi, il avait son petit studio qui s'appelait Koto Laboratory, et après être parti de chez Nintendo, il a sorti des petits jeux comme ça. Là c'est vraiment tout petit, hein. C'est un key holder, un porte-clés, et il n'en a pas sorti beaucoup parce qu'il est décédé très peu de temps après avoir quitté Nintendo. C'est super l'ambiance. Merci. En 1990 sort une console que quasiment tout le monde connaît, la Super Famicom, Que Super j'ai NES, juste chez ici, nous. en La seule format différence au mini Japon, classique. c'est que le contrôleur ressemblait à ça. En prospection, parce que je les viens Japonais adorent la de technologie demain. et les choses compliquées. C'est faux, hein. Le contrôleur, Ça va. c'était le Oui, même. c'est vrai, on va en C'était le parler même, alors. À l'exception que le câble était beaucoup plus petit. Voilà, comme la Famicom, ils avaient des tout petits câbles. Je pense que c'est parce que les Japonais avaient des appartements très petits, donc ils n'avaient pas besoin de câbles plus grands. Mais chez nous en Europe, on pouvait jouer quand même sans se brûler la rétine des yeux sur la télévision. Alors ce que je veux vous montrer au sujet de la Super NES, c'est déjà ce contrôleur qui est en fait le contrôleur du modem de la Super NES, puisque la Super NES pouvait évidemment aller sur l'internet de 1990, mais aussi et surtout, et là je vais devoir Dingue, ranger quand cette même. table, ceci est un jukebox de Super Nintendo qu'on trouvait au Japon dans Ok. les hôtels, enfin surtout dans les Love Hotels. À l'intérieur, on a deux grandes cartouches et on pouvait sélectionner Dans les Love 5 Hotels. jeux. On en trouve encore quelques-uns, il faut les acheter aux enchères et ça fonctionne divinement bien. Si on n'a pas la clé pour mettre sur on, on peut pas s'en servir. On n'a pas une cartouche égale un jeu, mais une cartouche égale plusieurs jeux et on peut mettre jusqu'à 2 cartouches. Pas la peine d'essayer de mettre un jeu Super Nintendo classique à l'intérieur, on voit que c'est pas du tout le même format. On a donc la version ici Dingue. Super Famicom, mais il existe aussi la version, Jérémy si tu veux bien m'aider, la version encore plus musclée. Ah oui, celle-là, qui je la est connais. celle, de la génération d'avant, de la NES
La NES avait également son jukebox, et là c'était une cartouche égale un jeu. Là on a un set complet, on a 15 cartouches. Ça coûte une petite Il y a aussi une fortune bande maintenant de d'arcade dans l'avoir en laquelle on état peut avoir une fonctionnel, dizaine surtout de avec jeux. le full set. C'est à ça que ressemblaient les cartouches. Et sont c'est les une mêmes, NES je suis dans essoufflé cette de bande ça, d'arcade. c'est fou, hein. Qui sont les mêmes que les cartouches de NES en Europe et aux États-Unis, sauf que il n'y a pas que la couleur qui est différente. En fait, elles ne fonctionnent pas, elles ne sont pas compatibles d'une machine à l'autre. On a essayé, et ben ça ne fonctionne pas, elles sont pas programmées de la même manière. Ça n'est pas tout, parce que la Super NES nous a réservé beaucoup de surprises. Wow. Quand on parle de Super NES et de Sharp notamment, il faut qu'on vous montre la télévision Sharp avec Ah oui, en plus il y a Super la... NES Ok, intégrée. trop bien. C'est vraiment incroyable, et ce qui est très bien, c'est que les jeux sont d'une qualité folle, puisque quand on a la console directement intégrée dans la télévision, c'est vraiment fait pour, il n'y a aucun problème de qualité, pas de déperdition. Donc C'est génial. Petit bijou. On a aussi la version, J'ai une Game Jérémy, si Gear. tu veux bien, 21 Trop pouces. bien. On va y faire très attention parce que c'est des objets quand même qui... Hein. Bah, en vrai, la Game Gear, ça m'intéresse. Hein. Bah, je sais que t'es pas la seule que j'ai rencontrée sur Twitch qui me dit avoir une Game Gear. Il y en a une qui est en train de streamer sur un Sabaton actuellement qui a aussi une Game Gear. Et ça m'intéresse parce que j'ai envie d'en réparer une. Je crois que c'est un peu chiant, un peu compliqué à réparer, mais je crois que ça se mode bien et qu'on peut faire une belle petite console avec un vrai écran LCD. Et moi, j'aimerais bien peut-être posséder une comme ça, la modifier, remplacer les piles par une bonne batterie et ajouter un petit linker dessus. Je sais même pas si la mienne fonctionne encore. Ah ouais. Ouais, non, ça après, en fait, c'est ça le problème, c'est que par rapport à Nintendo, ces gars, ils ont fait des Game Gear qui tiennent moins avec le temps. La Game Gear aujourd'hui, ils te disent qu'il y a des manipulations à faire, souvent, c'est de changer tous les condensateurs. C'est ça, c'est des petites pièces électroniques qui sont en forme de colonne. Et t'en as à plein d'endroits, c'est fait pour faire des jeux pour des jeux de courant, pour le vulgariser rapidement. Le problème c'est que ça se périme avec le temps, entre guillemets, ça s'use, et des fois ça peut même fuir ou autre. Et pour les Game Gear, il faut les changer, sauf que t'en as, je sais plus, je crois une vingtaine à changer à l'intérieur de la console, donc pas mal de soudure. Et c'est relou, c'est pas dur, mais c'est relou et c'est long. Et après, si tu veux la modder, j'imagine qu'il va te falloir peut-être trouver des pièces de remplacement, parce que des fois, les Game Gear, comme c'est des consoles portables, elles ont été usées, elles ont été frottées, tapées, abîmées, rayées. T'as potentiellement la glace à changer, t'as aussi l'éclairage. T'as pas de rétroéclairage de mémoire, t'as peut-être juste des LED ou des petites lumières sur les côtés. Et encore, je dois peut-être confondre avec Ah non, la Game Gear doit pas avoir ça. Mais ça serait intéressant si je pouvais un jour mettre la main dessus, voir ce qui est faisable et ce que je dois réparer. Et qui sait, peut-être qu'un jour on aura une petite ouverture de console et peut-être une petite réparation sur une Game Gear. On verra bien. On verra bien. Mais je peux te donner la mienne. Bon, non, garde-la si tu veux la garder. Enfin, moi, je sais qu'on m'a déjà donné des consoles, justement, pour les réparer. Bah, alors bon, la personne qui m'a passé cette console-là, je dois lui rendre. Il y a la Game Boy SP. Mais il y a Madame Pipin qui m'a passé une de ses Game Boy Advance. Ça, Game Boy Advance, justement. Et il faudra que je m'en occupe. Elle m'a dit, tiens, c'est cadeau. Moi, je m'en fous. Si tu veux en faire quelque chose, fais-en quelque chose. Mais faudra que j'en fasse quelque chose, quoi. Ces gars ont de bonnes idées, mais pas de bons devs. Ah, j'aurais pas osé dire ça, mais... ouais. Salut Warrior, comment vas-tu? Moi, je prends bien soin de la mienne, car je faisais pas mes dents me tomber dessus. Ah ouais, bah oui, t'as raison. Et tant mieux, d'ailleurs. Tant mieux, grâce à eux, il y a une bonne console. Je vais pas vous en parler plus que ça, parce que autant les jukebox que ces téléviseurs, on en a consacré des vidéos spéciales sur ici Japon Corp, des petites vidéos de 5 minutes. Je vous laisse regarder ça si ça vous intéresse. Mais quand je vous disais que Sharp faisait des consoles très spéciales, vous voyez, ils n'arrêtent pas de nous étonner. Est-ce que vous êtes prêts maintenant pour les consoles de 5e génération ?
Les consoles de 5e génération, alors c'est surtout la PlayStation, mais juste avant la PlayStation, hein, J'ai acheté quelques les jours serveurs avant, sur Xbox. Ah ouais. sortait chez Sega. Ça a bien tourné la là, je pense. Saturn qui Ouais, a ça va. très bien fonctionné. Là, au on Japon, regarde une petite vidéo présentation de Tev. Je sais pas si tu connais, sur toutes les anciennes consoles, les différentes générations de consoles. Et personnellement, j'ai éloigné mon portefeuille pour une bonne raison, c'est que je risque de me remettre à acheter plein de jeux vidéo, plein de vieilles consoles, à ne plus savoir quoi en foutre. Et là, Saturn, c'est une console que je connaissais pas du tout. En fait, les consoles Sega, je les ai jamais connues quasiment. Pour moi, c'était Mega Drive, puis c'est tout. Et au début, je pensais qu'il y avait que Nintendo. En fait, quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, je pensais qu'il y avait que 3 marques de consoles. Il y avait Nintendo, Xbox, PlayStation. Et rien d'autre n'existait. Un jour, j'ai un pote qui m'a fait « Ouais, j'ai une boîte, ça doit être une console connue, c'est mon oncle qui m'a acheté ça, c'est une Dreamcast. » Moi, je lui dis « Ah ouais, je connais pas, ça doit pas exister, ça doit être une sous-marque. » Que nenni. Que nenni. C'était une vraie marque, c'était Sega. Alors certes, ils ont complètement chuté depuis la Dreamcast, mais voilà quoi. J'étais mort de rire. Le jour où je me suis rendu compte que j'étais un con en me disant mais en fait tu connais juste pas l'histoire des consoles. Et qu'en fait la Dreamcast, oui, elle a existé. Et avant, t'avais la Saturn. Et avant, t'avais la Mega Drive. Et avant, t'avais tout autres types de consoles que en fait tu connaissais pas forcément quoi. Honteux. C'est honteux. Ben oui, mais moi je connaissais pas du tout Sega. Moi j'étais plus élevé à la Nintendo, voire... Ouais, c'est ça, c'est Nintendo par les amis, et surtout Xbox et PlayStation par les amis et la famille, quoi. La Saturn est ma Madeleine de Proust. Ah ouais, oui, je sais qu'en fait elle est importante chez les gens, qui a eu des Sony, qui a eu plein de jeux sympas sur la Saturn. La première 3D, si je m'en rappelle bien, côté Sega, la première 3D arrive sur sa Saturn. Et si je me... Mais si je me trompe pas, c'est ça. Mais ouais, c'est dingue. Et c'est là, tu vois, par exemple, la Saturn, j'ai appris son existence que très récemment. Mon papa a eu la Master System, la Mega Drive. Ah ouais. La Mega Drive pour la première 3D, peut-être? Non, je connais pas, ça va mieux tourner que sur mon PC. D'accord. Ouais, bah, TEF Japon, moi je connaissais pas trop, je regardais jamais et j'apprécie. J'aime bien ces petits reportages un peu. Et ouais, c'est ça qui est bien avec les consoles, justement, c'est que par rapport au PC, si t'achètes un jeu pour la console, il va tourner pour la console. Pas se poser de questions, ça tourne. Donc, bah, c'est bien. T'as quoi comme console, toi? C'est une Xbox X ou S? Série X ou série S? Bah, j'espère que t'auras pu te faire rembourser le... J'espère que tu pourras te faire rembourser celui sur PC, hein, d'ailleurs. Ton père était Sega? Ah ouais. Ouais, moi, mon père était anti-jeu. Voilà. Donc, bah, c'est peut-être ça qui a donné qu'aujourd'hui, je suis un streamer qui adore les jeux vidéo et qui en achète en quantité phénoménale. Hop là, voilà. Je craque et je m'achète des petites... des petites... comment dire? Je m'achète des choses de Yankee. Admirer cette magnifique Super Famicom, Super NES. Comme je suis un gros pigeon, eh bah, je m'en prends. Vous en reprendrez bien, n'est-ce pas? Tiens, je vais la laisser sortie, ça se trouve, j'ai des potes qui vont venir demain, ça peut être drôle. Eh, un petit coup de Famicom là. C'est toute beauté, mais oui, en vrai, c'est ça qui est bien, c'est que ça fait partie de ces consoles-là qui ont été rééditées, là, enfin les mini classiques et tout ça. Elles ont bien tourné, elles ont bien plu ces consoles-là, parce qu'au final, c'était bien foutu. Il y avait peut-être pas autant de jeux que ce qu'on pourrait espérer, mais ça fait un petit produit en lui-même, bah, qui marche bien, et t'as des jeux sympas, t'as des grands classiques. C'est cool. Donc moi, je me suis dit, allez, on prend une. C'était en occasion sur Le Bon Coin. J'ai la même chose avec la NES. Par contre, je sais pas où est-ce que je l'ai foutu. Ça doit être dans un de mes cartons. J'aurais bien aimé la retrouver pour demain. Tant pis.
je pense, c'est d'aller au Japon avec un budget de 1000 juste pour un jeu et figurines. Ah, ça serait intéressant, hein. Et tu fais ça, tu récupères déjà pas mal de choses, mais tu n'as pas besoin d'aller au Japon. Il y a des sites. Il y a des sites pour pouvoir acheter des choses du Japon en France et te les faire livrer. Je le montrerai tout à l'heure, ça s'appelle Sandico par exemple. Et je crois que Tev ici Japon ou même ouais, Tev ici Japon ou autres, ils ont aussi leur service pour pouvoir importer des jeux vidéo en France, je crois. Je pense que c'est pas remboursable, mais je pense que je garderai le compte. D'accord, bon bah si tu peux te le permettre, tant mieux, hein. Parce qu'après ça fait vite cher hein, quand tu payes des jeux, des 60 €, je ne sais quoi. Mais ça pourrait peut-être être remboursable hein, si tu regardes le site EA. Ah, après, non. Steam, ça marche. Ok. EA, j'en ai aucune idée. Je sais pas. Faut qu'on en parle de ça alors. Tu vas être ruiné, je vais pas t'en parler, sinon tu vas être ruiné. Non, si, je t'en parlerai. J'ai jamais testé, pour le coup, j'ai encore jamais testé, mais à 2-3 reprises, j'ai failli m'acheter une cargaison de Game Boy dessus. J'ai déjà plus de thunes. Il a même été plutôt pas mal accueilli un peu partout dans le monde. Je vais vous montrer quand même ce petit accessoire qui est vraiment Mais je la connais très pas japonais, très bien qui est celle-là. la manette de pachinko, jeu d'argent japonais, hein, le fameux casino japonais. Un jeu qui devait être le summum du fun puisque au pachinko, hop, tu règles la puissance du pachinko avec cette petite manette et littéralement tu ne bouges plus pendant toute la partie. Tu faisais juste ça. Mais j'ai quelque chose d'encore plus incroyable à vous montrer Qui a inventé au ça sujet de cette Saturn. Vous ne voyez plus derrière ce monstre qui pèse une tonne. Qu'est-ce que c'est que ça C'est tout simplement un karaoké. C'est encore une fois du matériel professionnel. Ah ouais. Et ce karaoké, alors déjà, je vous montre un petit peu la télécommande. L'horreur. Fonctionnait grâce à ça. Tac. Et J'ai ce moins de boutons sur mon clavier. Qui, encore une fois, est immense. Hein. Dedans, vous pouvez mettre jusqu'à 100 CD Sur Epic audio. Fonctionne Ah, à base sur Epic, tu peux. d'une Sega Saturn. De mémoire. Il y a un petit bouton quelque part, on a juste à l'actionner. Et Je crois que c'est faisable. On joue aux jeux vidéo, on joue à Virtual Fighter sur sa télé, puis quand on a envie de se faire un petit karaoké, c'est parti, c'est monumental. J'ai jamais vu une console aussi lourde de ma vie, je sais même pas si ça existe. Il y a moins de cockpit. Plus gros, plus encombrant, plus Moins de pénible à boutons dans un déplacer. cockpit. Ouais, C'est clairement. pour ça que je l'adore. Jérémy! Le pauvre Jérémy. Le pauvre Jérémy, c'est Alfred. Hein. Et avant de passer à la suite, je vous signale aussi exploité. qu'il y a d'autres consoles Saturn qui ont été produites par Oh. d'autres constructeurs que Sega, qui donnaient sa licence un peu librement. Ici, c'est Victor qui sort la V Saturn. Victor, c'est JVC également, qui sort la V Saturn qui est exactement la Saturn. Attends, c'est quoi Il y avait JVC? aussi, Jeuxvideo.com? Hitachi au Japon, qui sortait la High Saturn. Attends, C'est exactement la même. JVC. Attends, c'est une marque JVC. Ah oui, JVC. Papa. Japan Victor Company. Mais oui, JVC, mais oui, ils font des caméras. J'ai reconnu finalement sa défaite. Est-ce que c'est comme ça? Ouais, ils ont fait des VHS, ils ont fait des... Ok, JVC, c'est une vieille marque. Ouais, d'accord, ça m'est sorti de la tête. Alors, il y a le JVC français, jeuxvideo.com, mais JVC, c'est une marque japonaise, sinon. C'est Japan Victor Company. Et c'est un trigramme qu'on voyait apparaître sur les boîtes de cassettes VHS. Quand j'étais petit, je me souviens, il y avait une ou deux boîtes, c'était marqué JVC dessus en grandes lettres blanches. Et c'est... hop là. JVC, cassette. Ouais, non, c'est... Oui. Et en plus, je crois que j'avais un lecteur cassette JVC chez mes parents. Il devait y avoir... Ou alors, c'était même un lecteur de cassette audio JVC. C'était même pas un lecteur de VHS. Un truc de dingue. J'avais que le truc français texte. J'avais que le truc français texte blanc fond rouge. Ah, ça me dit quelque chose ces vieilles boîtes de cassettes.
Mais d'ailleurs, je sais pas si, bon, je sais pas si vous traînez sur Instagram, mais sur Instagram, j'ai vu des publicités comme ça, un peu style néo-rétro, où ils te proposent des, je crois que c'est des t-shirts, des baskets ou d'autres affaires avec les couleurs, la charte graphique que l'on avait sur les boîtes de cassettes VHS, boîtes de pellicules photo Kodak, enfin toutes ces marques-là, il y avait des boîtes avec des couleurs particulières. Tape à l'œil hein, maintenant. Pour d'autres époques, ça fait très tape à l'œil. Et, et je sais qu'ils vendent des affaires, des vêtements avec ces mêmes couleurs. Et c'était dingue. J'avais que le logo. Pour moi, c'était français. D'accord, ok. Non, c'est... Ah oui, moi je sais qu'on en avait de plein de couleurs différentes. On avait plein de VHS de plein de formes différentes et qu'on les... Ah oui, puis on pouvait enregistrer sur nos VHS aussi. Ouais, c'est dingue. Ouais, je le sens. C'est le Mixed, comment vas-tu? Bien ou bien? Bien ou bien? Chose, hein, il y a juste la boîte qui change. Mais la vraie Saturn. 1994, c'est aussi l'année, vous le savez, et c'est celle qu'on attend tous pour la 5e génération, de la PlayStation qui va changer le game, hein, tout simplement. Dès la PlayStation La forme. 1, Là, on regarde un peu Tev. Qui restera jusqu'à Je regarde jamais regardé. 4, hein, même s'il a évolué. Et c'est franchement très intéressant. Il présente pas mal de consoles de toute génération. Je connais un bon petit paquet, mais j'en découvre quand même encore. Et là, il est en train d'introduire un peu un nouveau projet. Début de la vidéo, la première moitié. Ouais, d'accord, donc t'as pu voir aussi qu'il préparait son musée. T'as vu que ce musée, il est en région parisienne. Hein. il prépare son musée du jeu vidéo. Et il va être bien fourni hein, s'il montre des beautés comme ça. Ça a l'air pas mal. Vous avez aussi, je ne sais pas si vous connaissez, la PS1 qui est sortie après, qui était une PlayStation Pocket avec un petit écran. Je la connaissais celle-là de nom. Regardez la taille, regardez. Ah bah. Je l'ai vu mais c'est pas très beau. Hein. Bon bah l'écran est neuf mais on va laisser fermer. Hein. Mais ce que j'ai envie de vous montrer quand on parle de la PlayStation, c'est cette version noire, la Net Yalozé, qui est en fait une console pour développer soi-même noire, la Net Yalozé. Franchement, regardez. J'adore le revêtement comme ça fait un petit peu goudron, ça fait un petit peu rugueux, j'adore. J'en veux une. J'en veux une. Je vais plus avoir de thunes, mais j'en veux une. On va venir dormir chez toi. Non, vous approchez pas. Vous approchez pas, là, je sens vous approchez de ma collection de consoles. Je la défendrai bec et ongle. J'ai pas donné, je le ferai peut-être. Ouais, je donne jamais, moi. Je donne jamais, mais... peut-être que un jour, peut-être que... Ouais, c'est vrai qu'ils ont atteint leur palier, ils avaient dit 50 000 €, ils sont bientôt à 1 million. Je leur souhaite d'atteindre le million. Je leur souhaite d'atteindre le million. Pourquoi tu donnes jamais parce que déjà je regarde jamais. Ensuite donc je suis pas au courant de ce qui se passe et je donne rarement. Il y en a deux des cross-funding que j'ai. Enfin il y en a qu'un seul. Non il y en a deux. Il y a un crowdfunding qui m'intéressait. Je sais pas si tu connais, c'était un petit développeur indé qui faisait un jeu avec un platypus. Bah j'avais de l'espoir. Et sinon ouais en général je donne pas. Je suis pas trop au courant de ces choses-là et. En fait, ça dépend en fait de si je suis au courant ou pas. Si jamais je suis au courant grâce à une vidéo YouTube ou des choses comme ça, bah à ce moment-là, je me mets à donner. Mais bon, c'est pas automatique quoi. C'est de la triche. T'étais acteur du dev. Ouais, j'étais acteur du dev peut-être. C'est vrai. Peut-être que j'ai mis la main à la pâte et peut-être que j'ai essayé de t'aider, mais c'est pas de la triche. J'ai donné. Je pense à le reprendre, mais j'ai peur de la tronche de mon code. J'étais nul à l'époque. Ouais, bah après... Écoute, moi de toute façon, comme d'hab, je suis toujours dans le soutien. Let's go, vas-y. Et vas-y. Et si tu t'y remets, et bah j'essaierai de retaper
les petits personnages et, et refais un crowdfunding, gère bien ta campagne de financement, gère bien ta campagne de com. Si je peux essayer de t'aider d'une manière ou d'une autre, je suis là. Je vois que t'as le badge abonné plus d'1 an. Je crois qu'il va falloir que je fasse des nouveaux badges. La meilleure PlayStation. Ah, moi je préfère la 2. Hein. La 2 pour moi est gravée dans mon cœur. Il faut que je m'en achète. J'ai pas de PlayStation 2, j'en ai pas eu, mais il m'en faut une. Voire 2. Qui est en fait une console Voire pour 3. développer soi-même les jeux PlayStation. Elle venait dans ce pack avec toute une dock, etc. Mais elle est C'était belle, la première noire. console, enfin, la deuxième techniquement, mais la Très, très première belle. qui a bien marché, qui permettait aux particuliers de développer leurs jeux. Il y avait même des forums où on pouvait aller échanger des informations, discuter avec le staff de PlayStation. Et la particularité de cette console, c'est aussi qu'elle n'était pas zonée. Il y avait d'autres PlayStation de kit dev. Il y a celle-ci qui est bleue et il y en a une autre qui est verte également que je ne possède pas. Et les kits de développement. Elle est pas il y en a zonée, la eu noire? Beaucoup. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais chaque console a également une console Elle est pas spéciale zonée? pour les développeurs. Celle-ci est une PlayStation 2. Vous voyez, au lieu d'avoir Oh. PS2 ici, il y a marqué test. Il y en a au moins 4 versions différentes. C'est les consoles qu'on appelle Ça, j'en veux. DevKit ou Debug Kit pour programmer et pour tester les jeux PlayStation. Je veux une grosse comme ça. Je veux une grosse et je veux une petite PlayStation 2. J'ai des idées. J'ai la Play 1 et la Play 2, mais j'adorais les deux, oui. La Play 1 me fait quelque chose. D'accord. Ouais, si je le reprends, peut-être je repars de zéro, mais je pense pas faire un crowdfunding, je veux juste un jeu dont je suis fier. Ok, d'accord. Après, tu peux te faire aussi un Patreon. Si jamais... En fait, de toute façon, pour n'importe quel projet, pour n'importe quelle circonstance, il y a un truc qui est essentiel et qu'on oublie trop souvent, c'est la communication. Et savoir communiquer autour de ce qu'on fait, c'est putain d'important. Moi, je vois, hein, j'ai des trucs qui n'ont pas aussi bien marché sur mes réseaux parce que j'ai mal communiqué. Et mieux je communique, mieux ça avance. Et donc, si jamais tu communiques autour, ça pourrait être quelque chose. Ça pourrait te faire un bonus. Ça pourrait, je sais pas, montrer un peu ton parcours. Ça pourrait être intéressant. Alors, c'est peut-être pas ton style, mais moi je me dis pourquoi pas faire un Patreon autour si jamais ça pourrait intéresser des gens et toi ça pourrait peut-être te faire un petit quelque chose pour te permettre de travailler dessus. Je veux pas d'argent, ouais. Oui, c'est vrai que c'est... Ouais. Moi j'aime l'argent. N'hésitez pas à payer. Au fait, c'est le September. Quelle ordure. Non, je déconne. Mais après, ouais, c'est vrai que peu importe le travail, moi j'aime bien pouvoir rentabiliser, tu vois. Je suis extrêmement riche déjà. Bah oui. D'ailleurs, c'est quand que tu me payes mes bières Je rigole, il n'y a rien à payer. D'ailleurs, en parlant de payer une bière apéro demain, hein, si tu veux passer, vous êtes les bienvenus. Hein. Tomb Raider géographique. Play One. C'est quoi Tomb Raider géographique? Je connais pas. J'ai joué à l'Euro Mignon, j'ai pas gagné. Ouais, j'attends aussi de pouvoir gagner. C'est déjà fait pour le sub, monsieur. Non, mais attends, arrêtez, c'est une blague. Hein. Je vous force pas à payer. Je rigole, hein. Je vais passer pour un connard après. Arrêtez. Tomb Raider avec des boobs en triangle. Pardon? Des boobs en triangle. Ah! Oui. Bah, les graphismes de l'époque, hein. Pas dispo demain, ça marche, pas de soucis. Je trouve que tu nous mets un peu trop la pression pour la chaîne. Ouais, vous êtes obligé de payer. D'ailleurs, je vais arrêter la discussion, je vais bloquer, je vais forcer que les subs à parler. Voilà. Maintenant, vous n'allez plus parler si vous n'êtes pas sub. Ah, vous êtes tous déjà sub? Ah bon, bah, tant pis. Ça n'a rien changé. Qui a été une bonne école pour être un connard. Mais oui. Non, mais après, il faut être un connard, mais aussi, il faut voir les choses. Il faut voir les choses comme elles sont. Des fois, tu prends du temps dans tes passions. Ce temps-là, c'est du temps que tu mets pas ailleurs. Tu le mets pas ailleurs. Donc, si jamais tu gagnes pas d'argent le reste de ta vie et que tu passes ton temps à faire ta passion, t'auras plus de fric.
tu vas pas pouvoir investir de l'argent dans ta passion, t'es mort. Donc, si jamais tu arrives à rentabiliser d'une manière ou d'une autre ta passion, la rentabiliser par de l'argent, la rentabiliser par de la visibilité, la rentabiliser par plein de choses, peut-être que ça va soit te fournir des moyens d'avancer mieux dans ta passion, de l'argent, des gens qui vont peut-être regarder ce que tu fais, être intéressés, essayer de te soutenir, donc tu pourras peut-être t'entourer davantage, tu pourrais en parler, peut-être qu'il y aura des attentes qui vont se créer à droite à gauche, et qui sait si un jour tu peux peut-être proposer tes services, un produit, ou justement... ouais, ça peut t'ouvrir des possibilités. Je parle de manière très générale, hein. Je ne dis pas juste il faut du fric. C'est... Enfin, le fait de communiquer sur ce que tu fais et sur, ouais, ce que tu as envie de faire, ça peut peut-être t'ouvrir des portes. Des portes, de manière générale. C'est très, très vague, hein, Après, je suis pas non plus le meilleur type et le plus bien pensant, hein, mais honnêtement, on a tous besoin d'argent d'un moment ou un autre. Mais bon. Je sais pas où je vais avec cette discussion-là. Moi, je veux une PlayStation 2. Ça m'intéresse. Je sais qu'il en existe plein de modèles. Je ne connaissais pas celui-là, le format test. Mais j'aimerais bien en trouver une fat. Parce que je sais qu'on peut les modifier. Et j'ai bien envie d'en modifier une pour moi. PlayStation 2. Et il y en a d'autres qui sortaient bien avant qu'on ait le design définitif des consoles qui sortaient pour le grand public. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Ça donne des monstres comme ça. Ça, c'est un dev kit pour PS3 qui du coup n'est pas fait pour le grand public. Et déjà, on vous montrait des trucs très très lourds tout à l'heure. Ça, je vous promets, c'est une dinguerie. Je sais pas combien ça pèse, mais c'est l'équivalent d'avoir 4 ou 5 magnétoscopes, j'en sais rien. C'était évidemment les kits de dev qui étaient donnés au studio. Et quand je dis donnés, j'entends surtout vendu très cher, parce qu'il me semble que celui-là, il se payait quelque chose comme 50 000 € à la base pour pouvoir développer les premiers jeux sur PlayStation 3. Ça sortait à peu près 2 ou 3 ans facile avant la sortie de la console officielle. Bel objet, mais lourd objet. 2 ou 3 ans avant la sortie officielle. La sortie officielle, c'était 2009. Donc, c'était en 2006. En 2006 que t'avais ce genre de merdier. C'était l'intention de te faire dépenser de l'argent. De quoi? Les consoles. Non mais en vrai, moi ça me fait quelque chose d'avoir tous ces petites consoles là. Il y en a certaines, je les ai jamais eues, je les ai un peu testées à droite à gauche, et il y en a certaines qui me plairaient bien. Par exemple, une PlayStation portable. Ça, j'en ai jamais eu. J'ai joué un petit peu chez les uns, chez les autres, et des fois je me dis, je devrais en prendre une, la débrider et la garder. Ouais, la PSP. Bah, j'en ai pas eu moi. Bah, je vous ai dit, hein, moi je faisais partie d'une famille où on n'était pas fan des jeux vidéo. C'était tabou. C'était pas fou. Je l'ai, mais j'ai écran pété. Ah, dommage. Ouais, non, moi dans l'idée, ouais, si je pouvais en avoir une, ça serait la prendre et la débrider, de manière à pouvoir télécharger autant de jeux que je veux et pouvoir jouer tout ça. Aujourd'hui, c'est des consoles, t'as plus de garantie, t'as plus rien, personne s'en occupe, quoi. Personne va te taper sur les doigts parce que tu l'as craqué, donc voilà. C'est ce que je vois dans ce genre de console, de la même manière que je l'ai fait pour ma Wii, de la même manière que je l'ai fait pour... Ah non, je l'ai pas fait. Moi, je l'ai pas fait. Mais oui, pour la Wii, c'est le moment. C'est le moment. Il faut les hacker, ces consoles. On les achetait avec mon argent à Noël anniversaire. Ah oui. Ah, mes grands-parents ne voulaient pas nous voir sur des consoles. Trop bien la PSP, Monster Hunter. Ouais, il y avait des Monster Hunter, il y avait des Tekken dessus, il y avait des GTA dessus, les GTA en 3D sur une console portable. Et il avait fait cette Crisis Core, je sais qu'il a plu aux fans de FF. Moi, je n'en fais pas partie, mais apparemment, c'était dingue. Et bonne app, Wexer. Ouais, non, la PSP, franchement, elle mérite que je m'y intéresse. Hein. Je me suis buté à tous les jeux ever dessus vu que j'avais craqué. Ah bah ouais. Ah bah oui, en plus, comme tu l'avais craqué, et en plus, tu pouvais récupérer des jeux du Japon, des jeux de ce style-là. Moi, j'avais des potes, on était fans. C'était quoi? C'était l'époque collège. L'époque... ouais.
début collège, la PSP. Collège, non, même tout collège, parce que ça a duré longtemps. À l'époque, on commençait à lire les premiers mangas. Et moi, à cette époque, c'était à fond dans Soul Eater. Et je me souviens que j'étais comme un petit fou en me rendant compte que les rares jeux Soul Eater, ils sortaient sur PlayStation portable. Et que j'avais des potes qui l'avaient craqué, qui avaient mis Soul Eater dessus. Et ils jouaient à Soul Eater, quoi. Les jeux japonais, des patchs FR, faits par des fans. FF Dissidia. Oh, ah oui, alors ça, c'était... Ouais, c'était un beat'em up, je crois. Un beat... FF Dissidia, c'était un beat'em up de Final Fantasy. Un jeu de combat. Ah, il y avait un autre FF qui était un beat'em up, je crois. Quoique, non, c'est peut-être que des jeux de combat. Mais est-ce que c'était en vue 3D, un peu à la BD? Ah, mais en 3D, d'accord. Alors c'est peut-être ça. J'ai cru que c'était un beat'em up, pourquoi? Ah si, ouais, ok, d'accord. Donc c'est bien celui que j'avais en tête. Mais je sais pas pourquoi, je pensais qu'il y avait plein de mignons autour. D'accord. Ça c'est trop bien. En vrai, je pense que j'aurais apprécié Final Fantasy si j'avais eu ça à l'époque. Mais ouais. La Mais j'en ai PSP, pas eu. où c'est une simple PSP. Et ça, sauf c'est un que, dev kit pour on la ne peut pas PSP. mettre de jeu dedans. Elle est reliée à cette machine et c'est là qu'on met les jeux. Je trouve ça incroyable aussi de collectionner ces petites machines qui ne sont pas destinées au public. Il n'y a pas que les machines qu'on met dans les hôtels ou les bornes de démonstration. Il y a aussi tout ce qui est destiné aux devs. Nous sommes à présent en 1995 et on va appeler ça l'année du fail qui commence avec la sortie de la Casio Loopy, qui est une c'est quoi ce console truc-là? pas ouf, hein, pour être... C'est trop girly, c'est kawaii. C'est quoi ce machin? Bon appétit, Mixed. C'est quoi ce machin? Oh là 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 là. Oh, c'est dégueu. très gentil, c'est une console qui a été destinée aux filles, puisque comme vous le savez, c'est en 1995 qu'on a compris que les filles pouvaient également jouer aux jeux vidéo. Donc on leur a dédié une console avec des jeux de filles, hein, à base de jeux de princesses, etc. Voilà, comme ça. Et on pouvait aussi imprimer des petits trucs, des photos qui sortaient ici, et on avait nos petits pelliculas, enfin nos petites photos. Ça n'a pas marché. Hein. Ça n'a pas marché du tout, parce qu'on sait très bien que les filles, non, ne jouent pas aux jeux vidéo. Pas avec ça. Eh ben. Je me dirige à présent vers le décor pour vous présenter le fail de 1995 qui pour moi est l'une des meilleures consoles jamais sorties. Ah non, Virtual Boy. J'en ai consacré ça, c'est de la VR. Japon Corp. Je vous engage à aller la voir si vous voulez plus d'informations. Cette console est une console de Nintendo qui n'est jamais sortie en Europe. Elle est sortie au Japon et sur le continent américain. Ils ont vendu seulement 800 000 de ces appareils. C'est très peu, hein, pour Nintendo, 800 000. C'est la première console 3D. 3D un peu dégueulasse, hein, je vais le dire franchement. Monochrome rouge et noir. Et qui faisait Comment ça, 3D mal aux yeux, mal à la tête. C'est pas de la 3D. Surtout parce que les gens savaient pas le régler et surtout beaucoup de gens ont eu peur que ça abîme les yeux des enfants. Donc gros fail. Mais esthétiquement parlant, pour moi c'est un des meilleurs objets de décoration qu'on peut trouver. Il y a aussi une version d'exposition et j'en ai deux parce que celle-là vous ne voyez pas, a un autocollant spécial. Il faut être un peu fou, hein, quand on commence une collection de ce type parce que chaque boîte, chaque console est un petit peu différente et il nous les faut toutes comme les Pokémon. それだけじゃない。ワープロ？そう。電子メール？そう。このホームページ保存。そう。Autant 1995 c'était l'année du fail, autant 1996 c'est pire. C'est pire et je me dois de vous montrer cette console qui est absolument incroyable. Celle-là, j'ai vraiment envie de vous la montrer parce que c'est la seule et unique console de jeu développée par Apple. Un plantage monumental, hein, ils en ont vendu que 40 000. C'est 20 fois moins que le Virtual Boy que je viens de vous montrer. Juste l'interface est dégueulasse. Les jeux sont nuls. En fait, c'est plus toujours moche, hein, ce qu'ils font Apple. Compressé dans une console. On voit que Apple n'a pas du tout fait d'effort pour développer ça. Et voilà, gros fail. Hein. Oh, qu'est-ce qu'elle est lourde!
Putain, elle est beaucoup plus lourde que ce qu'on pourrait penser. La voilà, merci Jérémy qui fait des allers-retours. La Pipine, il y a deux versions, une avec La et Pipine. une sans modem, avec Wow. alors cette manette qui est vraiment ignoble. C'est la manette la moins ergonomique qu'on peut imaginer. Elle est toute légère avec la boule de souris au milieu. Et comment tu veux jouer avec ça? Et les jeux étaient encore une fois vraiment nazes. On en a essayé quelques-uns. C'est une catastrophe cette console. Elle est, ceci étant dit, très très belle. Et pareil, son histoire calamiteuse en fait que c'est un objet de collection incroyable et qui est assez rare finalement. 40 000 consoles dans le monde entier, c'est pas beaucoup. Quand on a la chance d'en avoir une neuve comme ça, on est très content. Je vais vous montrer un truc quand même, c'est qu'ils avaient quelques accessoires quand même sympas, dont une manette déjà wireless, enfin la manette sans fil. On est en 96, c'est pas mal quoi. C'est à la fois magnifique et horrible à la fois. Tu sais, comme il y a Quelle horreur, on dirait un boomerang gratté pour un Zelda foireux. Cette console avait été développée en partenariat avec Bandai et c'est très étonnant d'ailleurs qu'elle n'ait pas fonctionné quand on sait que Bandai faisait des merveilles comme ça déjà à l'époque. La Playdia, mesdames et messieurs. La Playdia, elle est sortie un petit peu Quelle avant, en horreur 1994 et déjà La couleur de la vous avez le GameCube. contrôleur sans fil qui est également l'un des pires contrôleurs, encore pire que la console d'Apple. Et surtout, les jeux étaient d'une nullité incroyable. Alors, on en a deux. Multimédia Newton Museum, l'encyclopédie des dinosaures. C'est vraiment à ça qu'on a envie de jouer quand on est enfant. Et il y avait aussi des jeux Dragon Ball Z qui se démarquent également par leur nullité puisqu'il n'y avait aucun combat. C'était vraiment en mode histoire. Comment on appelle ça, Jérémy? Un film interactif. Putain, même le mot film interactif me donne des boutons. En vrai, plus elles sont moches et plus elles ont une histoire bizarre, et plus on les aime, les consoles. C'est ça aussi qui fait le charme des Non mais jeux le vidéo. choix de couleurs quand même. Tu vas devenir con avec ça. Eh, salut Rexar. Tu t'amuses, Jérémy? Chez Nintendo, Ça marche. on sort la Nintendo 64, on est en 1996. C'est évidemment une console que tout le monde connaît, mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est ceci. Ça n'est pas une manette pour Nintendo 64, même si c'est quasiment de la même taille. Ceci est une console Nintendo 64 inclus dans une manette. C'est une version chinoise, et pourquoi est-elle aussi différente? Eh bien, c'est parce qu'à l'époque, en Chine, on n'avait pas le droit de vendre de consoles de jeux vidéo, mais on avait le droit de vendre des manettes. Donc Nintendo s'est associé à iQIYI qui sortira pas mal de consoles Nintendo, même les Nintendo DS, etc. en Chine. Et ceci, officiellement, n'est pas une console, c'est une manette avec des jeux à l'intérieur. On a du Zelda, on a du Mario, on a du Mario Kart. Tu as quoi comme plaque de cuisson? Aucune idée. En plus, elles sont cachées sous du bordel. C'est électrique. En 1998 sort Induction. la meilleure console de tous les temps, et je vous dis pas ça parce que c'est ma préférée, parce que j'ai joué des heures et parce que c'est celle Tiens, qui la est le fameuse plus sympa à Dreamcast. collectionner. Je veux bien sûr parler de la Dreamcast. Alors la Dreamcast classique, vous la connaissez tous, enfin tous ceux qui étaient enfants, ados ou adultes à cette époque-là. La différence avec la version européenne, c'est qu'au Japon, elle avait la marque rouge, et maintenant je suis tellement habitué à la voir comme ça avec sa marque rouge-orange. Alors qu'à l'époque, en France, moi je l'avais avec la marque bleue, comme vous la connaissez. Et ceci n'est pas une boîte de Dreamcast, c'est une boîte qui renferme le karaoké de la Dreamcast. Alors il y a tout un bail de karaoké au Japon, même pour les consoles, et il y en avait un qui était fait pour la Dreamcast. Wow. Voici comment ça se Ouais, toujours cuisiné avec quasiment toujours utilisé avec électrique. un karaoké. On l'essayera un jour. On avait dit qu'on ferait un live avec. Je pense qu'on le fera vraiment. Et ce qui est intéressant avec cette console, c'est bon, ça prend moins de place pour le coup, le karaoké. Fantastique, c'est qu'au Japon sont sortis énormément de packs collector qui sont quasiment tous relativement rares, donc c'est un plaisir de les chercher, de les collectionner. C'est pas un plaisir pour le portefeuille, mais c'est un plaisir, c'est une quête de les avoir toutes. Elles sont jolies. Pas mal. La Hello Kitty, elle est un petit peu moins rare, mais certaines consoles comme celle de Resident Evil Biohazard au Japon est vraiment rare. Celles qui sont de couleurs, il y a 4 couleurs, gris métallisé, noir, bleu et rose. La rose est très difficile à trouver. On a la Seaman édition de Noël. Enfin, c'est vraiment collectionner cette console est incroyable. On a aussi ici les versions Dreamcast, il y en a deux différentes, je vous en montre une, qui ont été mises à disposition pour location. Parce que quand la Dreamcast a été un fail et que Sega l'a compris, ils se sont dit, bah, au lieu de la vendre, puisque ça se vend pas, on va essayer de la louer. Et ils ont fait des kits comme ça, hop, et ils ont proposé comme ça au public des kits de location. On pouvait mettre des jeux ici. Et le but, c'était de montrer les performances de la console au public pour que éventuellement ils l'achètent. Ça, je savais pas ça. Puisqu'ils ont préféré acheter une PlayStation 2. Je vais vous la montrer dans un instant. Mais avant, j'ai une console fantastique à vous montrer.
The Dreamcast, ma console préférée. C'est quoi ta question? Tu galères à cuisiner? Bah alors? Bah alors? Ouais, des chances que j'aille me chercher à bouffer juste après. Pour moi, c'est la première fois que je me suis dit, tu mets à fond, c'est normal que ça vous. Bah, ça veut dire que, ouais, si t'as de l'électrique, c'est-à-dire que t'as pas les bonnes casseroles. T'as pas des casseroles qui sont conductrices, j'imagine. Voilà tout. Si t'as des casseroles, il faut avoir les bonnes casseroles. T'as de l'induction, si t'as plusieurs types d'électrique, je crois. Et faut que tu prennes des casseroles qui soient bons pour ça, quoi. Et je suis presque en état de transe parce qu'il se trouve qu'on l'a reçu hier. Mais c'est vraiment le hasard du calendrier qui fait que cette console, je la convoite depuis extrêmement longtemps. Et il y a juste quelques jours, elle a popé aux enchères. Elle est magnifique, elle fonctionne. On a joué dessus hier, j'ai presque eu les larmes aux yeux. Jérémy, si tu veux bien. Ah là 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 là. Moi j'ai l'induction perso. Et je pense qu'il a aussi l'induction. Oh, quelle horreur, qu'est-ce que c'est que ce machin? Aucune discussion n'est possible. Ceci est la plus belle console qui n'ait jamais sortie au monde. Sega, je vous aime rien que pour cet objet. C'est une télé Dreamcast Sonic. Regardez comme elle est belle et quand on le simple fait de l'utiliser avec hop le jeu qui se met sur le dessus, il y a des diodes qui s'allument en fonction du son du jeu et la qualité de l'image et la qualité du son sont incroyables. On a une manette, on a une télécommande. Franchement, cet objet est incroyable. 5000 exemplaires seulement dans le monde avec ces petites antennes. C'est pour dire à quel point vous imaginez qu'il y en a très peu qui sont encore dans cet état avec un très beau plastique qui sont fonctionnels et jouer dessus, je vous promets, c'est un pur bonheur. Oh là 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 là, regarde jouer à ce jeu sur cette télé, c'est incroyable. C'est pour vous montrer à quel point dans le domaine des consoles, il y a des dingueries et il y a des trucs encore plus fous que ça, j'ai envie de dire encore plus Moi j'aime bien les trucs carrés, plus inaccessibles, optimisés, genre PlayStation 2, d'avoir ça. C'est fou, c'est incroyable. Je sais pas quoi vous dire, tellement cette console est belle, quoi. C'est le bonheur, c'est incroyable. J'ai jamais été trop fan de Sonic en plus. Et j'ai pas envie de l'utiliser pour la préserver. Regardez même les petits détails, regardez la prise qui est d'un bleu incroyable, qui match la manette. Quand t'es capable de faire ça, d'où tu arrêtes de faire des consoles. C'est impressionnant. Elle est où la Dreamcast 2, putain? C'est impressionnant. 2 ans plus tard. Je veux me follow alors. Non, la deuxième ça va, console ça va. de 6ème génération, la c'est impressionnant. 2, je dis pas le contraire. Anéantir la Dreamcast. Je vais pas rentrer dans les comparatifs et je vais pas vous balancer des arguments en face de la Dreamcast non plus parce que c'est vrai que cette console était incroyable et c'est une console qui a été, j'allais dire, extrêmement bien vendue. Mais oui, c'est une des consoles qui s'est le mieux vendue au monde avec un catalogue de fou. Et c'est vrai que Sony, ils avaient tout compris à l'époque. Donc très très bonne. Sony, c'est le bémou, console, la PS2. Celle-ci, c'est également un debug kit qui vient de Electronic Arts. On dirait une PS2 normale, mais elle était réservée aux professionnels. Alors, un ou deux modèles peut-être que vous ne connaissez. Moi, j'ai jamais eu vraiment. Oh. On va se faire un parti Animos là tout à l'heure, tu vas me casser la figure. D'ailleurs, ça serait bien s'il avait un hérisson que tu aurais pu prendre en bleu là. Ah mais Sonic, ouais, Sonic bof quoi, enfin Sonic, ouais, ça m'est égal Sonic. Très bien moi avec mon petit, avec mon, enfin j'ai même pas une mascotte de jeu vidéo qui me plaît particulièrement. Je suis en train de me dire, m'en fous moi, je suis détaché. Connaissez pas la PS2 Sakura qui a été faite pour les 50 millions d'exemplaires vendus. Je sais pas combien on en a vendu au total, mais ça a dépassé les 100 millions d'exemplaires et c'était, je crois, la console la plus vendue du monde. Rien que la manette est d'une magnificence. C'est vrai qu'elle est très jolie. C'est une des plus belles couleurs de console qui est jamais sortie. Elle n'est pas excessivement rare, la Sakura, mais elle est excessivement belle et très recherchée. Enfin, les collectionneurs l'aiment bien et en général, les gens la revendent pas trop parce que je sais pas, il y a une attache émotionnelle ou c'est un bel objet de collection. Donc c'est pas si facile de la trouver en boîte, en bon état, complète, mine de rien, même s'il s'en est vendu pas mal.
C'est assez connu, mais je vous le montre quand même. La PS2 a été aussi déclinée en version PSX au Japon. Ça a été un fail total. En fait, c'est une PS2 un peu reconditionnée avec un menu de PS3. Et c'est un système multimédia avec un disque dur intégré qui permettait d'enregistrer la télé, de évidemment lire les DVD, etc. Mais pourquoi ils font toujours des match-ups bizarres? Puisque la manette se branchait derrière la console dans un petit endroit comme ça qui était très difficile d'accès et tous les connectiques d'ailleurs étaient difficiles d'accès. Il fallait la bouger à chaque fois qu'on voulait faire quelque chose. Elle était relativement chère aussi et c'est un très bel objet. Comme toutes les consoles qui ont été un fail, elle est magnifique. On est bien installé à présent dans les années 2000. En 2001, ça c'est une console de cœur, ça. GameCube, je n'ai pas, que je ne possède pas, mais j'aimerais. Qui est la seconde meilleure console de tous les temps. Au Japon, on a eu une version Panasonic. La Panasonic très bien, très fort ça. Qui permettait de lire des DVD. Alors encore une fois, c'était un peu comme la PSX, un système multimédia qui avait un système d'éjection de DVD extrêmement pourri et quasiment plus aucun ne fonctionne à l'heure actuelle. Il faut les réparer. Celle-ci est fonctionnelle, en boîte, complète. C'est un très bel élément de notre collection et on notera que même la manette est brandée Panasonic et coûte une couille. On est en 2002 et le monde découvre la 4e et dernière console de 6e génération, la Xbox. Il leur a fallu attendre tout ce temps-là pour voir une console américaine revenir sur le marché. Et vous voyez qu'on est passé d'un monde où il y avait des centaines de fabricants qui faisaient des Pong dans les années 70. Et là, début des années 2000, ils sont plus que 4 et ils seront plus que 3 pas longtemps après. Cette console a été un gros flop au Japon. La Xbox n'a vraiment pas marché. C'est vrai que d'un point de vue japonais, quand tu as Sony, PlayStation, Sega, pourquoi est-ce que tu irais acheter un truc Microsoft? Surtout que les jeux étaient un peu moins adaptés au public japonais, les manettes étaient un peu grosses. Toujours est-il que c'est une console qui est magnifique. On dirait la console Halo, mais pas du tout. C'est également un debug kit. Et ici, on a une version noire, transparente. C'est bien trop massif. Le design de cette console avec le X. Elle est très très lourde comparée aux autres consoles. Que dire de plus? Mais ces manettes, pas grand-chose. Ces manettes, ça me rappelle des trucs. Surtout les plus grosses manettes, parce que là, elles sont petites par rapport aux autres, mais... Je me souviens d'avoir fait des parties avec des potes à l'époque. 7e génération, cool. On va pas vraiment en parler parce que là vous commencez vraiment à très bien les connaître. Je vous montre peut-être cette Xbox 360 qui est sortie au Japon, édition Star Wars. Et surtout cette console qui est pour moi l'une des plus belles jamais sorties. La PS3 édition One Piece Gold, elle est incroyable. Et après sympa, ça, avec le jeu de couleur. La PS4, oh, et le dessin de la carte. 8e, 9e génération, vous les connaissez, vous jouez dessus tous les jours. Ça fait, comme vous l'avez vu, énormément de consoles. Dites-vous que là, on en a vu à peu près une centaine. La collection qu'on a de côté d'un énorme collectionneur qui s'appelle Ludovic en France fait plus de 2200 pièces. Elle faisait 2200 pièces il y a plus d'un an et il en rajoute régulièrement. Donc imaginez tout ce qu'on peut faire. Et là, on parle juste des consoles. Oh, j'ai vu Halo 2 passer. Des ordinateurs, des bornes d'arcade. Enfin voilà, on peut faire un truc incroyable dans un musée. Il y a aussi beaucoup de choses que je vous montre pas qui sont les jouets, plein d'accessoires, plein de trucs. Enfin, vraiment, c'est un monde Resident Evil 4 incroyable. Aidez-nous à mettre ça en place, aidez-nous à valoriser ça. Les jeux vidéo, c'est avant tout une histoire formidable, plein d'innovations et plein de souvenirs pour nous tous. Moi, je suis relativement ému, en tout cas, quelle que soit la console que je vois dans mon décor. Ça me rappelle des souvenirs, c'est des madeleines de Proust. Donc encore une fois, si vous voulez manifester votre soutien, si vous voulez acquérir ce magnifique livre de Florent Gorge, édition spéciale musée du jeu vidéo, Florent Gorge, et très si connu, vous voulez tenter votre chance pour avoir plein de cadeaux, il y a plein de marques, plein d'influenceurs, plein de copains qui m'aident aussi sur ce projet, qui donnent des cadeaux incroyables, c'est des trucs qu'on ne trouve pas dans le commerce. Rendez-vous sur la campagne du financement participatif. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je suis mort, ça fait 3 jours qu'on est en train de préparer cette vidéo juste pour bouger les consoles, les sortir de les boîtes, etc. Et il fait chaud. Et n'oubliez pas, sur Ici Japon Corp, il y a tous les jours le détail de l'avancée du financement participatif en espérant que ça fonctionne bien. Encore une fois, je suis dans le passé, j'en ai aucune idée. Et bah, il y a un like de posé, très très fort, très cool. J'espère pour eux que, bah, on a vu, ils ont déjà atteint leurs espoirs de 550 000, pardon. Ils ont dépassé même les 500 000 et ça va loin, ça va loin. Ça va loin. 9 577 contributeurs. C'est énorme.
Là, ils sont quoi? Ils sont à 1 million. On construit un musée plus grand et avec des décors incroyables. On ajoute un village japonais avec des magasins, des restaurants, des activités. On y met des toilettes japonaises, très important ça. Et si on rentre dans l'histoire, 1 million quand même. Bah 1 million. Le prochain goal, ça sera 1,5 million. Après, je vois un 2 millions se dessiner et un... Non, peut-être que je me trompe. Mais c'est dingue, hein. Hop, un peu d'histoire, musée de jeux vidéo, projet Odyssée, d'accord. Donc là, c'était le plan du premier village qu'ils allaient faire, enfin, du premier musée qu'ils allaient faire, mais peut-être qu'ils vont l'agrandir. Premier sketch, quand on peut avoir 1000 mètres carrés, imaginez maintenant qu'on peut utiliser 3500 mètres carrés. Ah ouais, ils ont plus que triplé, hein. Cinquantaine de lots à vous faire gagner. Une réplique de la, de la Master Sword. L'épée de légende, pardon. Une PlayStation 5 customisée. Mais attends, elle est géniale leur PlayStation 5. Bon, la PlayStation 5 est relativement dégueulasse. Elle a une forme chelou. Ils sont partis dans un délire futuriste. Ils ont un pet au casque. Mais faut voir que là, ils ont quand même réussi à trouver un moyen de la rendre agréable à regarder. Des contreparties. On a besoin une entrée au musée, mode facile. Un pass annuel. Un t-shirt. Et quoi d'autre? Goodie, pin, sticker, t-shirt, c'est exceptionnel. On a quoi? On a mode difficile. J'ai pas compris. Ah, c'est 55 € le mode difficile. Ok. Pins, t-shirt imparfait. Ouais. Grande encyclopédie. C'est les lots à gagner, je pense. À Bussy-Saint-Georges. D'accord, donc c'est vraiment sur le... Ah, et ça par contre, niveau stratégie, c'est magnifique. Ils l'ont mis à Paris et ils l'ont mis juste à côté de Disneyland. Très très intelligent. Tu veux que ça fonctionne, tu te mets là où les gens passent déjà pour faire des visites. Tu vois, ça, c'est un gars, il est pas con. Il est pas con. Très très bien. Bien vu. Ah, les connexions par la 104, la 4, le RER. Très fort, très très fort, très très fort. Ok. Ceci sera intégré au sein de nombreuses autres activités. Propos de e-sport, activité. Oh, pas mal. Ah, d'accord. Donc, commission de KissKiss, 5%. Ah ouais, c'est énorme, hein, ils se mettent très bien dessus. La TVA de 20%, bah, ça aussi, c'est dégueulasse. Contrepartie 25%, c'est sympa de sortir autant pour les contreparties. Et projet Odyssée, aménagement décor, c'est 50% de ces 1 million. Ça, c'est... Ok, ok, ok. Ok, ok. Bah, intéressant. Je vais lire ça un peu plus à tête reposée. C'est franchement très sympa. Image non contractuelle. Palier dans 2 ou 3 pins qui sortent juste pour l'occasion. Ouais, c'est dingue, hein. C'est dingue, hein, ce qu'ils ont prévu. C'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Et salut The Wolf, comment vas-tu? Comment vas-tu? Si tu donnes 200 balles, tu auras ton nom sur le mur de musée. Ah, ouais. 200 balles, tu dis? Ah, j'ai vu là le mode simple, 5 €, le mode difficile, 55 €. J'ai pas vu ensuite les autres paliers de donation. Ah, attends, je regarde pas au bon endroit. Épuisé. Ah, il y a le mode pro qui est déjà épuisé. 500 balles. Le mode légendaire d'épuisé aussi. Le mode impossible. Épuisé aussi. Il y a des gens qui ont donné 5000 boules.
10 contributeurs à 5000 boules, ça fait 50 000 € de données comme ça par 5 personnes. 10 personnes. Étonnant. Très stylé, mais au contenu incertain. Mode légendaire, soirée privée et tout le machin. C'est impressionnant. Il y a quoi? Alors, il y a le mode Impossible 2, pour ceux qui veulent aller plus loin, inclut tout le contenu du pack bêta et aussi une boîte mystère très stylée, mais au contenu incertain, pas le même que le mode Impossible. Ok. Mode bêta, ceux qui veulent rencontrer du beau monde, inclut tout le pack hardcore aussi. On va revenir en arrière. On va regarder depuis le début. Juste. Hop là, on a le mode... Ok, on a quoi? Wabé veut devenir VIP? Comment ça? Non, moi je m'en fous d'être VIP. Mode maintenance. Ok. D'accord, donc t'as un mode maintenance, c'est le mode sticker, je sais pas quoi. Entrée facile. Entrée, une inscription au tirage au sort, un certificat numérique, des infos exclusives. Mode normal, tout le contenu du mode facile et des pins et un set de stickers en plus. Mode avancé, t'as quoi? T'as un pass annuel, c'est sympa. Mode difficile, t'as la même chose, mais t'as un t-shirt et des pins supplémentaires. Ok. Le mode difficile miroir, on se croirait dans Mario Kart. T'as quoi? C'est pareil au niveau de différents statuts, j'ai cru. Ah non, non, non. Non, non, non. Alors, je sais pas, je vais descendre. Je suis en train de relire. Alors, je vais peut-être vous le montrer, parce que c'est un peu hors scope. Mais. Hop, alt. Hop là. Là, je suis en train de lire la colonne de droite, justement. Hop là. La colonne de droite. Hop là. Ah, voilà, c'est bon, je faisais des bêtises. Très bien, très bien, très bien. Hop là, et j'étais juste en train de lire la colonne de droite pour les différentes participations possibles au crowdfunding de Tev. Et je regardais un peu les contreparties qu'il proposait. Hop là, tout le contenu difficile, un guide ultime des consoles, un pass annuel VIP. D'accord, c'est ça le VIP. Ok. Hein, le guide ultime des consoles. D'accord, faut donner 100 balles pour avoir le bouquin, plus tout ce qu'il y a dans les autres packs précédents. Et ok. Qu'est-ce qu'on a? On a le mode expert, statut de membre fondateur. Ah oui, c'est les 200 balles dont parlait Pachou, avec le nom sur le mur du musée. Un pass annuel VIP avec invité. C'est cool. Des pins supplémentaires. Alors en fait, là, tu vas avoir une quantité phénoménale de pins hein, à la fin. Le parc hardcore. Vous êtes invité à découvrir le musée et le village japonais avant l'ouverture officielle et vous découvrez avec l'équipe des activités spéciales, capsules temporelles, jeux, tombola, invités spéciaux. Et aussi, on se met très bien question de nourriture. Sympa. Le mode survie. Visite de nuit. Oh, Tev vous guide dans le musée après la fermeture pour une expérience unique. Le déplacement depuis chez vous est compris. Ça, c'est très sympa. C'est très fun. J'adore. Ils ont des bonnes idées. Mode bêta, soirée privée. Soirée privée réservée aux équipes professionnelles, partenaires et personnalités liées au projet Odyssée. Cette soirée aura lieu au printemps 2024 à Bussy et vous pourrez parler à toutes les personnes qui travaillent activement sur le projet Odyssée. La bonne bouffe. Et là on arrive sur le menu bêta avec la boîte mystère. Pas mal. Pas mal, pas mal. Très, très impressionnant. Très impressionnant.